Ok, bon alors bonjour. Vous êtes dans Catharsis, c'est l'émission qui parle d'émotions au cinéma. Et donc ce sera un petit épisode de freestyle puisque nous allons chacun prendre la parole de façon complètement aléatoire et on va sûrement se couper et vous allez sûrement entendre des trucs bizarres. J'ai dans l'espoir qu'on s'engueule. Peut-être. C'est le top 5. On n'est pas dans l'épisode sur la gêne. On Hein. vous a dit freestyle. Ouais, vraiment. Oui, alors aujourd'hui on va vous faire un top et un flop de l'année 2018, les films qu'on a aimés, les films qu'on a détestés, les films qu'on n'a pas compris. Enfin, voilà, le gratin et le fond de poubelle de cette merveilleuse année. Des espoirs brisés, des déceptions, des étoiles filantes au loin dans la journée. Ah là là. Des surprises aussi. Des surprises. Des départs de la salle, des endormissements. Moi j'en ai des endormissements pour de Ah vrai. oui. Ouais. Et donc, faut savoir que on s'est pas du tout concerté. Donc, on va découvrir ensemble, là, tous les films qu'on a vus. Donc, on va déjà commencer par le nombre de films qu'on a vus aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2018, pardon. Ah oui, bah j'en ai vu 51, merci Agathe de l'avoir compté d'ailleurs. J'en ai vu 45. J'en ai vu 22 apparemment. J'en ai vu 95. Ah oui. Wow, 22 nous sur avons les un Netflix. winner. 22 sur les Netflix. Hein. Ah, j'ai pas compté. Ah, j'ai pas compté non Bah plus. voilà, Ouais. c'est parfait. Donc, Ouais, moi non plus, c'était que ciné. ciné. Donc je gagne la médaille de la personne qui n'a pas de vie. Alors selon Emma, j'ai passé 4% de l'année au cinéma. 4%, waouh, ah ouais. Ok. Je pense qu'il y a un truc caché quelque part, mais il faut pas trop que j'y réfléchisse. Elle fait un trafic de drogue ou elle cache sous les sièges de... Les films d'espion, les lieux d'échange en public. Alors dans ces 95 films, et les vôtres, Donc, je pense que c'est toi qui as eu la tâche la plus ardue d'en trouver 5 les meilleurs possibles. bah ouais, alors du coup on va commencer avec les top 5. Qui veut donner son numéro 5 Bah ouais, je peux commencer. Alors moi Attends, on n'a même pas dit qui était là. on n'a pas dit qui était là. Alors, Freestyle, c'est pas grave, donc, vous démerdez-vous. qui est là des gens, voilà. Bon bah écoute, il y a Rémi, Agathe, Chris et Jazia. Voilà, je me suis présenté en premier parce que je suis un connard. Du coup, donc moi personnellement, j'ai bien aimé en top 5, j'ai bien aimé Rouler Jeunesse avec voilà, Éric Judor et réalisé par Éric Judor. C'est un film, déjà on n'en a pas du tout beaucoup entendu parler. La bande-annonce c'était un peu, je sais pas comment dire ça, mais en fait quand on voyait la bande-annonce on avait l'impression de voir un film comique. Ce qui est pas trop le cas. C'est un film plutôt dramatique en fait. Il y a beaucoup de scènes extrêmement émouvantes et les acteurs sont juste géniaux quoi. Il y a des enfants qui jouent très très bien et le scénario est bien ficelé, beaucoup de rebondissements. Et ouais, on est emporté par le truc, voilà. Très 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 bon film. Très touchant comme film. Ouais. Et vraiment, il y a un moment où comment dire, c'est très drôle au début, et puis il y a une sorte de twist. Enfin, c'est pas vraiment un twist, mais il y a un Oui, twist en effet. au milieu de film Ouais. qui change complètement l'atmosphère et l'ambiance du film. Mm. Et pour ça, mais du coup, c'est hyper mal marketé. Enfin, en même temps, ils pouvaient pas trop marketer autour du twist. Tu me diras. D'accord. On le vend vraiment comme une pure comédie, alors que bah, c'est pas trop cher. Surtout, c'est assez subtil dans le déroulement de l'intrigue en plus. Ouais, Il grave. y a pas de, il y a pas de, c'est pas grandiloquent. Il y a des moments qui tirent un peu sur l'alarme, mais l'alarme échappe parce que le signal d'alarme. Mais c'est vraiment un film très juste. Bon, bah moi je l'ai pas vu. Et ben, c'est un très bon film, vraiment. Ouais, grave. Et puis en plus, il y a Laure qui l'a mis, et moi j'adore cette meuf. Mm. Voilà. Mais moi aussi. Je suis amoureuse d'elle dans 10%, faut C'est pas le celle dire. qui a les cheveux hyper bouclés, l'assistante sociale. Oh là là. Ah oui. Voilà. Alors, Ok. Jazette, ton 5e? Alors moi, en numéro 5, j'ai mis Touli de Jason Reitman, Ouais. qui avait réalisé Juno et Men, Women and Children. Et ben c'est aussi mon 5e. Très bien. Et ben, Qui l'a vu? Pas vu. Bon, bah super, c'est entre nous. Alors? Non mais en fait le film est vraiment très très touchant. Oui. Ça raconte l'histoire d'une mère de famille qui a déjà 2 enfants, dont un qui a une sorte d'autisme. Enfin il n'est pas déclaré comme autiste, mais on sait, enfin il a voilà. Un enfant difficile, ouais. Voilà. Et en fait elle tombe enceinte une 3e fois alors que c'était pas vraiment prévu. Ça arrange personne, ouais. Voilà, et son frère qui est vraiment très riche lui propose les services d'une babysitter de nuit. Donc une babysitter qui vient que pendant la nuit pour s'occuper du bébé pour qu'elle puisse dormir. Et du coup, elle va créer un lien assez fort avec
cette Vélister de nuit. Et donc c'est avec Charlize Theron et Grace elle est vraiment... Mackenzie, celle qui joue la babysitteuse. Ouais. Mackenzie, j'ai oublié. Mackenzie Davis. Ouais, Mackenzie Davis. Et vraiment, elle est hyper touchante et vraiment, enfin, je sais pas, moi j'ai été vraiment, ça m'a fait un bon petit pincement au cœur cette histoire. Et ça donne pas envie d'avoir des gosses aussi. Oui, donc moi j'ai bien aimé ce film parce que je trouve que c'est un très bon film sur un concept qui est apparu vraiment ces 2 dernières années, à savoir la charge mentale des femmes. Et je trouve en plus le film réussit à peindre son mari comme un mec normal. Enfin, il n'est pas à la hauteur, mais tu le détestes pas en fait. En fait, tu vois que c'est la société qui veut ça, quoi. Que le mec, il a pas trop à s'en occuper. Enfin, tu vois, quand elle est complètement débordée, lui, il est sur le lit, il rentre du boulot, il joue à la PlayStation. Bon, t'es attendri parce qu'il est encore un petit peu enfant, mais bon, en même temps, c'est un peu un autre enfant dont elle a à s'en occuper. D'ailleurs, on met bien en évidence le fait qu'ils ont une relation de couple. Bah, elle dit qu'elle doit être sexy alors qu'elle a aucun temps pour s'occuper d'elle, se faire belle. Il y a une scène très drôle où sa fille renverse du lait sur elle. Alors, Charlize Theron est à bout de souffle, elle enlève son haut, elle est en soutien-gorge avec un bide complètement vergéturé, et sa fille lui dit « Maman, qu'est-ce qu'il arrive à ton corps ?» Non, voilà, le twist de fin, ouais, m'a aussi fait un passement au cœur, et enfin, ouais, j'ai vraiment été bluffée par la performance de Charlize Theron et par la réalisation du film. Voilà. Chris? Eh bien, j'avais pas vraiment fait un top 5, j'ai juste mis ce qui me paraissait le plus pertinent par rapport à moi. Et je vais choisir Disaster Artist parce que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Je me rappelle plus si je l'ai vu avant The Room ou après The Room. Toujours est-il que ça m'a permis d'avoir une vision assez inédite du personnage qui est Tommy Wiseau, ouais. Tommy Wiseau. Ouais. Et voilà, c'était une très bonne découverte. C'était vraiment une sorte d'initiation à un univers complètement barré, puisque le jetage de cuillère m'est enfin apparu comme pertinent dans la direction de The Room, entre autres choses. Et ça met pas mal de choses en herzac. C'est sûrement romancé d'une façon ou d'une autre. Ouais. Ça garde une certaine part de mystère quant au personnage, encore une fois, de Tommy Wiseau, mais il est plus mis en avant son comparse, dont je me rappelle plus le nom. Grace Sestero. Ouais. Oui. Et qu'on a rencontré. Qui est forcément Des prises en photo. il me semble plus mis en avant dans The Disaster Artist Ouais. que. Je sais pas si tu avais lu le bouquin, mais pareil, il parle un peu de comment est sa relation avec Tommy Wiseau, et tu vois que quand même il a un peu de distance avec tout ça, que il a un peu un esprit critique, que en fait au début il se disait voilà, je suis jeune et innocent, je vais le suivre, tu vois, mais au fur et à mesure du bouquin tu sens que quand même il prend conscience que c'est pas un mec très sain d'esprit, quoi. Que fréquenter, c'est quand même assez risqué et péril, enfin. Non, peut-être pas non plus, mais peut-être pas aussi grave que ça, mais mais c'est quand même. ouais. C'est quand même une sorte de pas de saut en avant, c'est un peu saut de la foi, quoi, parce que suivre ce type, je sais plus où ils habitaient, mais ils ont été à San Francisco pour pouvoir tourner à eux deux, enfin en gros à eux deux, le film que Tommy Wiseau avait en tête, c'est quand même un saut de la foi. Ouais. Donc voilà, c'était mon 5e. Ouais, puis en même temps, c'était l'année The Room / Disaster Artist. Il y a eu beaucoup d'événements autour de ça. Avec la sortie du bouquin. Voilà, le bouquin, les 2 grands Rex. Donc ça a vraiment. Ça fait consécration pour pour le loser magnifique. Et je pense surtout qu'en France, The Room, c'était pas du tout connu. Oui. Enfin, y a pas, parce qu'aux États-Unis, c'est un phénomène depuis une dizaine d'années, quoi. Et là, c'est arrivé en France. C'est arrivé en France grâce à la sortie du film, et Disaster Artist. Et vraiment, alors moi je connais le film depuis hyper longtemps, The Room, et You Tear Me Apart, Lisa, c'est un peu la base. Et juste de voir autant de gens le reprendre aujourd'hui et comprendre la référence, etc. Au début j'étais là, mais non, c'est mon truc, j'ai pas trop envie. Et là de voir tout le monde, en fait, ça me fait plaisir, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'était une petite niche pendant un certain temps, et là ça se démocratise. Ouais. Tous les 4, donc on était au Grand Rex pour la grande soirée The Room. Et oui, donc Chris et Rémi étaient en smoking. La première fois. Et Jazia et moi étaient en robe rouge. Et on était un peu hystériques, mais bon, c'est notre... Voilà, c'était une belle expérience. Je pense que c'est vraiment un moment un peu humain qu'on a vécu avec ce truc-là, et c'était sympa.
Très bien. Ouais, et du coup on passe au quatrième. Donc moi personnellement j'ai bien aimé Le Grand Bain, même si voilà tout le monde a adoré ce film, moi vraiment si j'ai bien adoré. En fait il y avait un truc que Merde, ça c'est mon quatrième. Bah écoute, très bien. Non, en fait, ce qui est incroyable dans ce film, c'est que le casting est super bien choisi. Ouais. Rien que Philippe Catherine, enfin Amalric, ils sont tellement parfaits Decaune pour ce aussi. rôle de De Cône. Cône. Pardon. Canet. Excusez-moi. En plus j'étais là, oui, de Cône, oui. Oui, Guillaume Canet, ouais. Mais en fait, ouais, ils sont tellement bien choisis. C'est puis tu sens qu'il y a vraiment une énergie, je sais pas, il y a un truc qui se passe quoi quand dans les dialogues, une alchimie exactement. Ouais. Et voilà, et puis même Virginie Efira, en fait, elle est à contre-emploi parce que d'habitude elle joue vraiment tout le temps le même rôle. Là, pour le coup, elle a vraiment un rôle de battante et tout. Ouais, j'adore ça. Enfin, pas pendant le film du coup, mais vraiment, j'ai adoré. Pour revenir sur Virginie Efira, cette année, en fait, à la télé, je suis tombée sur L'amour, c'est mieux à deux, qui est une comédie romantique horrible. Non, franchement, je l'ai trouvé horrible, avec Virginie Efira. Et tu vois, donc j'ai vu ce film-là, qui était un de ses débuts au cinéma, et Le Grand Bain. J'ai mesuré vraiment le parcours qu'avaient fait cette actrice, et vraiment, enfin, d'année en année, elle est plus en plus, vraiment, elle joue de mieux en mieux. Et donc voilà, pour moi, c'était mon année Virginie Efira. Ouais, Voilà, elle était très bien dans Un amour impossible aussi, Oui, qui est sorti pas c'est longtemps vrai. après. Et l'année dernière, elle était dans le film où elle joue une avocate, Victoria. Très bien, Très bien aussi. Impossible, c'est là où elle est avec un jeune, là. Elle est avec Nice Snyder. Bon, il y a une Avec un différence. jeune Oui. Oui, c'est ça en fait. C'est ça en Oui, fait. très bien, Ils ont à c'est peu ça, près le même âge, mais dans le film, mais bon, voilà. Ouais, alors que non. Voilà, genre, un truc comme ça, lui, il est. Ils ont Ah rajouté non, ça, Virginie ça, c'est et. 20 ans d'écart. Ah, c'est 20 ans Ça, c'est d'écart. avec Carminet. My bad. Mais oui, c'est vrai aussi. Je me disais, ouais. Que oui, tu n'es pas. Non, c'est 20 ans d'écart. Et parce qu'en plus, dans Victoria, elle est avec Vincent Lacoste. Oui. C'est une mif. D'accord. Mais bon, c'est pas parce que tous ses partenaires de jeu sont plus jeunes qu'elle que. Non, juste, elle fait des bons choix en ce moment. Voilà, Ouais. c'est voilà. On tenait à le souligner. C'est une présentatrice de la nouvelle star ou je sais pas quoi. Ouais. C'est un beau parcours. Ouais, non mais. Qu'as-tu pensé de la prestation de Leila Bekti, Euh, l'entraîneuse? C'est Leïla Bekti. Là avec tu, ouais. Oui, qui est sûr. l'entraîneuse. Celle qui enchaîne En changement. Je suis persuadé que c'était l'autre Leïla. Une autre Leila. L'autre Leïla qu'on voit dans plein d'autres Alice films, Belaïdi, tu veux dire? Alors là, franchement, les noms. Ouais, Moi d'accord. pareil, je connaissais pas son nom. Toujours dit, oui. Mais Mais ouais, cela dit, ouais, j'ai bien aimé son rôle aussi. Ouais, je trouvais que justement, elle en faisait un peu trop, mais c'était marrant quoi. Ah, donc c'est ça aussi la force du film, c'est que t'as certes un super casting masculin, mais t'as aussi les femmes qui quand même ont des beaux rôles quoi. Marina Foy. Marina aussi, Foïs, oui. Ouais. Qui soutient son mari. La Ouais, scène du c'est- supermarché est juste trop bien. Ouais. De ouf. Ah là là. Bah, du Très bien, ce film. Et J'avais juste envie, un mais petit truc avec Le Grand Bain, j'ai pas encore vu la version parce qu'il y a deux films en fait. Ah bon? Il y a Le Grand Bain et il y a Swimming with Men, qui est un film britannique, qui Je n'est pas vois. encore sorti en France, mais qui parle exactement la même histoire. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un fait divers. c'est un vrai D'ailleurs, truc. on avait beaucoup comparé Grand Bain avec The Full Monty. Bah, parce que c'est un peu le même délire, c'est une comédie sociale autour d'une activité qui n'est pas réservée aux hommes d'habitude. Ouais. Donc il y a plein de Cela parallèles dit, entre les deux. Il n'y a pas Philippe Catherine dans Full Monty. Ça, j'en avais entendu parler dans un podcast et je suis assez d'accord, c'est que contrairement à The Full Monty qui se moquait un peu des personnages, là pour le coup, vraiment, on élève ces gens qui sont des anti-héros, voilà, qui ont des vies un peu misérables, etc. On les élève comme des gens incroyables. The Full Monty avait un côté un peu, haha, regardez-les, ils sont moches, et tu vois, alors que là, non, pas du tout, quoi. Ah, les Kidam qui commencent à se la jouer Magic Mike. C'est vrai que c'était un bon contre-pied, mais c'était quand même touchant, quoi. Enfin bref. Là, il n'y a vraiment aucune moquerie des personnages. quoi. Non, vraiment pas. Et ça devient jamais trop lourd. Ouais. Ils ont tous dans des situations un peu dramatiques, mais malgré tout, c'est touchant, mais c'est pas pathos. On n'arrive jamais trop dans le mélo. Ouais, je suis Et ça, d'accord. c'est assez agréable. Ouais. Et puis bon, Gilles Lelouch qui réalise ça, moi j'avais pas prévu. Hein, Ouais, moi non plus, bravo. Le seul petit regret, il y a deux personnages, de l'équipe qui sont un peu sous-exploités. Le personnage d'Alban le Noir et le personnage du Sri Lankais. Ah oui. Je trouve leur relation. Ça fait penser un peu à Rocket et Groot. Oui, c'est vrai. Et juste parce qu'il y en a un qui parle une langue, qui parle étrange, enfin je sais vraiment pas quelle langue il parle. Le Sri Lankais, je pense. Voilà, et l'autre lui répond comme s'il comprenait absolument tout ce qu'il racontait, Ouais. et je trouve ça vraiment très drôle. Ouais. Voilà. Et Chris, ton numéro 4 Eh bien, Roulet Jeunesse. Yes. Parce que je le mets au-dessus des Disaster Artists pour la surprise, effectivement, parce que je n'avais pas vu les extraits, j'avais juste lu un petit peu le synopsis. Et grande surprise aussi, parce que dans un truc qui pourrait partir sur le comique léger, part sur quelque chose de beaucoup plus
poignant, de beaucoup plus gras, qui est un fait qui peut être réel. Ça peut être une voisine, ça peut être un voisin que vous voyez dans ce genre de situation. Et les réactions d'Éric Judor sont vraiment humaines. Des fois, il fait des choix stupides, des fois, c'est très poignant parce qu'il fait un effort sur lui-même pour justement aller de l'avant, pour comprendre les enfants qu'il croise et comment dirais-je, qu'il essaye d'aider, en fait, tout simplement. Donc, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, mais parce que Rémi on a déjà parlé, mais c'était un très bon film, une très bonne surprise. Ouais. Alors, moi, mon numéro 4, c'est Under the Silver Lake. C'est un double échec. David Robert Mitchell. Comme il a 3 prénoms, je sais jamais lequel est dans quel ordre. Voilà. Avec Andrew Garfield, qui est sorti cet été. Alors, c'est un thriller qui se passe à Los Angeles sur un mec qui est un peu obsédé par sa voisine. Et sa voisine va disparaître et il va chercher des indices pour la retrouver. Et j'aime beaucoup tout le côté geek, à la recherche d'indices et d'énigmes. Et au fur et à mesure du film, on comprend que tout ce qu'il cherche et tous les trucs qu'il pense trouver, en fait, c'est beaucoup de hasard. Et c'est pas des vrais. Voilà, c'est ça. Il surinterprète des choses qui au final, quand même, l'emmènent là où ça doit l'emmener. Mais je pense que même sans ça, il aurait pu trouver la solution. Et j'aime bien que ce soit un film à énigme qui mène nulle part. Bah moi ça m'a agacé, tu vois. Il y a vraiment, par exemple, le personnage qui est présenté, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quelles sont toutes ses connexions, alors que certains personnages qu'on voit pour la première fois semblent le connaître sans savoir justement d'où il vient. Et ça serait frustrant effectivement, mais c'est la partie du jeu. Bah en fait, moi j'ai pas compris l'intérêt du film. J'en suis sorti et j'étais là, bah ouais, mais du coup ça mène nulle part. Enfin je sais pas, je comprends pas. Moi j'aime bien le côté tu vois, il essaye de piéger le spectateur. Parce que je pense que au moins le premier tiers du film, t'es dans le délire. T'es là en mode, ah oui, alors si c'est ça. Puis t'as tout le truc autour du tueur de chiens. Et tout le film te fait faire penser que c'est Andrew Garfield le tueur de chiens. Et moi j'aime bien ce côté, parce qu'on est tellement habitué à ces films où il y a des machins chouettes, des twists, Easter egg, non? Ouais, oui, des Easter eggs un peu partout. Et là le film c'est exactement ce qu'il fait, il en fout partout, sauf qu'en fait ils ont aucun sens. Ou peut-être qu'ils en ont, mais sûrement pas. C'est peut-être justement le truc, c'est ça n'a de sens que ce que tu lui donnes comme le personnage. Ouais, qui ont des sens à des indices comme qu'il croit trouver et qui finalement n'en sont pas forcément. C'est juste que ça l'arrange au moment où il les trouve et que par le plus grand des hasards, c'est quel what the fuck, Et puis j'aime bien le fait que du coup ça a c'est un peu satirique par rapport au film hollywoodien d'aujourd'hui. C'est vrai. Où vraiment, en gros, après Ready Player One. C'est ça, mais je n'osais pas dire. C'est un peu l'anti-Ready Player One. Exact. C'est que tout ce qui est dedans, dans Ready Player One, en gros, c'est hey, regardez, il y a plein de références, faites-vous plaisir, regardez, nous on connaît ça, nous on connaît ça. Et oui, mais le bouquin est pas génial non plus, tu vois. Non. Et là, c'est un peu ça. Ouais. Mais juste pour dire, non, en fait, oui, il y a une référence là, mais c'est juste une référence, voilà quoi. Donc, je sais pas, moi j'aime bien la manière de c'est tourné, et puis j'aime bien ce réalisateur aussi. C'était très bien, c'est très beau. Et puis j'aime bien Andrew Garfield, voilà. Donc je sais pas, en fait c'est l'un des rares films cette année où je me suis dit, j'ai envie de le revoir. Et c'est pas beaucoup arrivé cette année. Et celui-là, ça fait partie des films que je pense que je vais revoir dans un an, pour juste me dire, ah peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas compris ou que j'ai pas vu. Même si je sais que c'est des tiroirs vides, quoi. Le film avait beaucoup fait penser à Mulholland Drive de David Lynch. C'était un peu, voilà, comme ça, c'est un labyrinthe en fait. C'est un labyrinthe où on se perd, mais on aime se perdre. Donc Rémi n'a pas aimé ce film. Il n'a pas aimé Je n'aime pas me perdre. Moi j'aime bien. beaucoup aimé. J'aime bien quand le chemin est tout droit et qu'il arrive à un bout. Du coup, on est au top 3, c'est ça? Numéro 3. Ok, moi je vais parler de En guerre de Stéphane Brisé. J'en avais déjà un peu parlé dans un podcast. C'est un film qui m'a vraiment marqué parce que en fait ça aborde donc les conflits sociaux, etc. Mais c'est un angle assez inédit. En fait, ça raconte l'histoire d'une usine qui va être délocalisée et les ouvriers vont se retrouver sans emploi. Il y a un plan de licenciement, etc. Mais en fait, le truc c'est que ça montre que les dissensions elles se font pas seulement entre les syndicats et le patronat, mais aussi à l'intérieur des
syndicats. Et tu vois que quand t'as des ouvriers qui entre eux se foutent sur la gueule, c'est ça qui en fait fait qu'à la fin, enfin tout le monde se met dans la merde quoi. Et il y a plein de moments où tu comprends que en fait le patronat appuie sur ce conflit-là entre les personnes à l'intérieur du syndicat pour causer du conflit quoi. Donc il y a plein de moments comme ça extrêmement intéressants sur les rapports sociaux entre les ouvriers, etc. Et vraiment j'ai trouvé ce film passionnant. Donc voilà un regard très très intéressant sur la sociologie des syndicats, etc. Donc voilà, passionnant. Moi, j'ai pas aimé du tout. Ah ouais. Mais en plus, je l'ai pas mis dans mon flop 5, donc je vais en parler. Ben, moi, je vois pas trop le message au final du film. Je vois pas où il veut venir. Puis la mise en scène est très très documentée, donc j'avais l'impression de voir un épisode de striptease en moins bien sur la fermeture d'une usine. Ouais. Enfin voilà, je suis pas sortie vraiment emballée par le film. Bon, c'est un film très dur, très réaliste. Ça a le mérite d'exister, mais voilà quoi, j'ai retenu j'ai vraiment pas retenu grand chose du film en fait. D'accord, Par l'image de fin qui Oui, l'image de fin est très choquante. très choquante quoi. En fait, moi, je trouvais que justement, c'était pas ce qui était le plus choquant dans le film. Il y a des moments où vraiment, tu vois, typiquement, quand les syndicats rencontrent les patrons, ils ont une manière de parler qui est extrêmement violente. Et c'est aussi ça, le film, c'est que ça te montre la violence insidieuse qu'il y a dans le langage, etc. Et typiquement, le fait que le film soit tourné caméra au point, que ce soit très réaliste, etc., ça te plonge directement dans le conflit et t'as l'impression d'être avec ces gens-là. Donc, moi, j'ai trouvé que le film était très présent. Ouais, je sais pas. Mais voilà, quoi. Il y a un moment où tu dois choisir entre le documentaire ou la fiction, et là, j'ai l'impression que le film, il hésitait entre les deux, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Vous les avez vus, vous? Non, ok. C'était un débat Rémi-Agathe. Yes. Vous n'êtes pas d'accord, c'est C'est normal. Du coup, Agathe, ton numéro 3? Les chatouilles d'Andrea Bescon. C'est un film et vraiment coup de poing, et c'est justement c'est le fait que la mise en scène m'a vraiment fait un coup de poing dans le ventre. C'est pour ça que je le mets en top 3. Ça parle d'un sujet grave tout en vraiment en faisant une mise en scène en fait. Je sais pas comment dire. Si on prenait les faits en tant que tel, on pourrait pas faire un film dessus. Enfin, les gens détourneraient le regard. Et elle, en fait, la réalisatrice, ce qu'elle arrive à faire, c'est à te garder le visage face à cette horreur et à te dire regarde. Et du coup, je me suis pris le film en plein dans la gueule et puis j'en ai encore des frissons. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai pas vu. Ok, je suis seule avec mes chatouilles. Non, alors ce que je voulais dire, c'était dans la mise en scène, en fait, elle réussit à traduire son malaise par des danses, en fait. Donc c'est une histoire vraie. Donc je crois que du coup j'ai raconté l'histoire. Donc c'est la réalisatrice qui raconte donc dans sa jeunesse, elle a été violée par un ami de sa famille quand elle était enfant. Donc on est vraiment dans le crime le plus horrible, la pédophilie. Et d'ailleurs le film ça commence direct. Hein. Le monsieur entre dans sa chambre, discute avec elle, il l'entraîne dans la salle de bain et donc il y a une mise en scène sur le fait que c'est vraiment des souvenirs dans son enfance. Elle se promène dans ses souvenirs. Et elle essaie de comprendre pourquoi ses parents n'ont pas réagi, pourquoi elle-même elle se retrouvait bloquée, et pourquoi ce qui lui est arrivé la bloque à l'heure actuelle. Il y a un passage vraiment très émouvant qui pourrait être lambda, où elle se fâche avec son petit ami, et elle finit en fait par ne plus avoir les mots et juste avoir une réaction vraiment, elle le pousse, elle le tape, mais c'est vraiment pour nous montrer qu'elle n'arrive pas à accoucher de sa douleur en fait, elle n'arrive pas à le dire, donc il faut que ça passe par la danse, il faut que ça passe par les gestes, et puis tu comprends aussi de l'autre côté que son petit ami, il n'arrive pas à comprendre non plus, enfin il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à mettre, si elle n'arrive pas à lui dire par les mots, il peut pas non plus percevoir sa douleur en fait. Il perçoit une douleur mais il peut pas l'expliquer, et du coup le but de ce film c'est qu'elle réussisse à accepter ce qui lui est arrivé, ne pas se sentir coupable, à en parler à ses parents, à en parler et à faire qu'il y ait une sorte de processus de la douleur qui s'arrête. Enfin, c'est un film pas seulement sur ce qui lui est arrivé, mais la façon qu'elle a eu de renaître en fait, de réussir à surpasser sa douleur.
Voilà. Ça a l'air plutôt prenant. Ah oui, c'est prenant, mais bon, Il est un peu dur. il est Faut dur être quoi. prêt, Faut être prêt pour y aller. Vous allez vous prendre une grosse claque, mais je pense que c'est une claque nécessaire quoi. Vous vous souviendrez de ce film toute votre vie en pensant tiens, ce film sur la pédophilie, c'est lui. Pardon, je suis désolée, mais Ok. Donc après la pédophilie. Alors. Est-ce que tu peux rebondir après ça? J'ai limite envie de changer pour quelque chose de plus joyeux, mais. Moi j'ai un truc hyper joyeux, numéro 3. Bah, en gros, j'hésitais entre My Lady, qui est légèrement référencé, parce que c'est un film qui a été très sympa sur, que je dis pas de bêtises, c'est une juge qui a qui a des affaires très, pas poignantes, mais très difficiles. ouais, C'est pour enfants, non? C'est ça? Oui, non, pas forcément pour enfants, je crois. Je suis pas sûr, je sais plus, je me rappelle tous les tenants aboutissants. Je retiens que l'histoire principale, c'est cette juge-là qui a affaire à pas mal de trucs, se voit confier le choix d'autoriser ou pas la transfusion sanguine sur un enfant de 7 ans, donc pas encore majeur, mais la subtilité c'est qu'il est témoin de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah, pour les témoins de Jéhovah, le sang est sacré et la représentation de l'âme, c'est-à-dire que tu peux en perdre, il n'y a pas de problème, mais si on te transfère du sang de quelqu'un d'autre, enfin peu importe, si on te transfère du sang, ton âme est souillée et tu es donc impur et tout ce que ça entraîne. Donc, et ce qu'il faut dire, c'est que la famille du coup de l'enfant ne veut pas que le sang soit transféré, mais en fait, oui, mais du coup la juge en fait, elle veut montrer que ça n'appartient qu'à la décision de l'enfant. Voilà, donc ouais, c'était vraiment intéressant là-dessus. Il y a certains moments qui sont un peu larmoyants, mais il y a des choix qui sont, enfin il y a des choix, il y a des choix de personnages qui sont du personnage principal qui est Emma Thompson, qui paraissent un peu bizarres quand par exemple elle rejette cet enfant qui vient la voir dans un domaine où elle a une réunion, je sais pas quoi. C'est une scène on pense que finalement elle va l'accepter, je sais pas quoi, et finalement elle le rejette sous la pluie. C'est assez spécial comme choix, mais en même temps ça ajoute au fait que elle doit pas plus se mouiller. Elle a rendu son verdict en autorisant le transfert, la transfusion sanguine. Mais pour ça, faut revenir un peu en arrière parce que pour que l'enfant accepte cette transfusion, elle a été le voir carrément, ce qui est assez inhabituel pour un juge. Et elle a essayé d'apprendre à connaître cette personne. Elle lui a demandé ses choix, elle lui a demandé ses aspirations. Et c'est le fait qu'elle ait fait un pas vers lui, c'est ce qui l'a poussé à accepter sa transfusion. Je ne vais pas en dire plus. Oui, c'est parce que je lui demande. Non, c'est très bien, oui. Tenant plus de sang. Non, c'est très bien. C'était assez poignant. Il y a certaines choses qui sont un peu spéciales, qui sont un peu rebutantes à certains moments. Mais je mets quand même en 3e parce que c'est quand même un bon film. D'accord, ouais, ok. Je l'ai pas aimé. Vous voyez? Non, mais moi je l'ai trouvé indifférent, tu vois. Je l'ai trouvé ni bon ni très mauvais, quoi. Ouais. Oui, Je tiens juste à rappeler que mon top 5 est assez. Il est un peu spécial. Il n'est pas forcément représentatif, c'est ce que je voudrais. D'accord. Mais de toute façon, après, on fera mais- des tops à l'arrache. Jazia? Alors, moi, numéro 3, je suis à des kilomètres de vous tous. Un truc drôle, vas-y. Fais-nous. C'est Les Indestructibles 2. Non, c'est vrai. Ouais, j'ai adoré Ah Les ouais. Indestructibles 2. D'accord. Content. Non mais... non mais déjà Brad Bird, Mhm. le géant de fer, je pense que c'est un des meilleurs films d'animation. J'adore ce film. Non, ouais, J'avais vraiment bien aimé le premier. Ouais. Et en fait, j'attendais pas grand chose du 2. Mhm. Vraiment, j'y suis allée en mode, oh bah c'est cool, 2, let's see it. Mhm. Et vraiment, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont très malines dans ce qui est raconté. Tout le rapport qu'ont les personnages avec les écrans. C'est vrai, je te sois. Et comment les esprits sont manipulés ou pas par les médias. Oui. Le fait que les héros veulent changer leur image, qu'ils ont besoin de modifier leur image pour être acceptés, et pour être légal. Mhm. Et il y a un peu une inversion des rôles, tu c'est vois, ça. il y a le père qui reste à la maison pour s'occuper des enfants et la femme qui part au combat, etc. Il y a un côté un peu girl power dans le film. Ouais. Mais oui, C'est pas dans mon top 5, mais je dirais que le 2 est meilleur que le 1. Je sais pas ce que tu en dis. j'aime les deux. D'accord. Je trouve que les deux racontent pas la même chose et du coup, mais le 2 est vraiment une très bonne, enfin pas une bonne surprise parce que c'est Pixar, il y a peu de chances que ça se passe mal. Mais bon, 3 ou 4, non, 15 de 15. à part les 15, Non, parce que Comment j'allais dire les Toys R Us, les Toy Story, franchement. Toys R Us Bah oui, bon, qu'est-ce que tu bref. veux dire sur Toy désolé, Story? Les Toy Story, moi je les ai tous aimés. Ah bah oui, j'ai eu peur, je me suis dit, il va dire que Toy Story 3 c'est pas bien, là Non, je non, pense non. que notre relation serait Ah non, non, pas Toy vraie. Story 3, bah, je crois que c'est même mon préféré. Ah ouais, il est Et j'attends génial, avec Toy Story impatience 3. le 4, là j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air sympathique. J'ai vu que le premier. Mais what? Je m'en vais pas. C'est
parce que t'es trop vieux. Tu l'as même pas montré à tes Non, j'ai pas eu enfants, le temps. à tes petits-enfants. Non, j'ai- Puis moi, je vous montrais le Toy Story 21 à mes enfants. Et c'est vrai qu'il y a un moment où ils auraient dû s'arrêter et Oui, continuer, je sais pas ouais, trop pourquoi. non, Est-ce que mais tu vois la fin du 3, tu te dis, il peut plus Bah, rien avoir Ouais, derrière ouais, après. la fin du 3 elle est parfaite, du Ouais. coup j'ai vraiment. Ouais, un je peu sais peur pas trop pour ce qu'ils le vont gars. faire avec le 4, on va voir. Donc là, c'était une petite ouverture sur 2019. Mais donc voilà, Les Indestructibles 2, Il y a des très bons thèmes, effectivement. ouais. Non, c'est... Enfin, il est pas là pour rien raconter. Oui, il est vraiment ancré dans pas- l'actualité, je Voilà. trouve. Ouais. C'est pas juste une suite balancée parce que ça a Non, mais marché. ouais. Surtout Ouais. qu'il est vu 14 ans après le premier, Un c'est truc ça comme ça, Ouais. il y a une grande hype. Et effectivement, voilà, c'est pas un truc qui. Mhm. Personne l'attendait et, Ouais. et pourtant c'est vraiment un bon film Un d'animation. très bon Pixar. Et je ouais. pense que de tous les films d'animation que j'ai vus cette année, je pense pas, j'en suis sûre, c'est celui que j'ai préféré. Bah, moi aussi. Je sais même Voilà. plus ce que j'ai vu en film d'animation. Bah en film d'animation, moi récemment j'ai vu Astérix, c'est pas Ah, dans mon moi top aussi, donc je je peux l'ai en vu. parler et j'ai bien rigolé hein. Je trouve que bon après il y a un truc qui est un peu relou dans ce film là, c'est que le scénario va un peu nulle part, à la fin ça part dans des délires pas possibles etc. Le dernier tiers est. Oui, le dernier tiers est un peu bizarre, mais au-delà de ça je trouve qu'il y a des dialogues qui sont extrêmement bien écrits, il y a vraiment un humour, tu sens la patte acier quoi, vraiment j'ai beaucoup ri. Ouais, puis il a fait ce film pour pas tourner Camelot. Et en Mais il y a plus- une référence à ouais Camelot. j'allais le dire ouais voilà. Du coup moi pour le top, on est au quoi, top 2? Top 2, alors top Numéro 2. numéro 2. Alors je vais parler de Call Me By Your Name, qui m'a vraiment beaucoup ému. Et ce qui est drôle, c'est que en fait quand j'ai vu le film, je me suis dit c'est un bon film, mais tu vois sans plus. Et vraiment en y repensant, enfin je me dis j'ai envie de le revoir maintenant. C'est vraiment un film extrêmement émouvant. Il y a plein de subtilités dans les rapports entre les deux personnages. Je trouve que c'est un film qui est, enfin voilà, c'est pas bourrin quoi. La relation se fait en douceur et tout. Non mais j'ai mis des images sur ta tête, Agathe. Non, je voulais dire c'est très subtil quoi. Oui. Et puis les musiques sont belles, je les ai réécoutées Ah, et moi réécoutées les musiques, vraiment c'est magnifique. Et vraiment ce qui m'a le plus ému dans le film, c'est la fin avec le dialogue du père, qui est vraiment magnifique, le monologue où il lui explique que voilà, il a vécu des choses tristes, mais que en fait c'est ça qui crée la vie, c'est les souvenirs même malheureux et tout. Et vraiment il y a un monologue qui est juste fabuleux à la fin, voilà, tout est très beau. Ouais, non, vraiment beau film. Ouais. Ça te fait plus voir les pêches de la même manière. Ouais, non, enfin, moi aussi, je vois où c'est pas dans mon top 5, mais je pense que c'est. Quand on parle de films parlant d'amour, je pense qu'il est vraiment dans mon top 3 des films d'amour de cette année. Mm. Je sais pas si Oui. vous l'avez vu. Non, je l'ai pas vu. C'est un très beau film. Elle en pleure. Trop d'émotions. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est son côté naturiste. Mhm. Quoi Non, Non mais non, Au début, naturaliste. D'accord, ok. Voilà. C'est pas des gens qui se baladent tout nus. Non, mais il y a. Quoique. Quoique les couilles de. Il paraît que les couilles d'Armie Hammer Ah oui. ont été effacées. Ça, je savais pas. Numériquement, ouais. Numérique. Parce que Ah ouais. son short, c'était trop court. D'accord. Ouais, c'est. Il y aura peut-être une version non censurée. Peut-être, ouais. Ouais. Non, mais oui. Donc, Oui, naturaliste, ouais, ouais. Excusez-moi. Oui, parce que il y a tout ce rapport avec. Parce qu'ils sont, Environnement. ils sont en Italie, Mhm. en été, Ouais. Dans les années 80. dans les années 80. Et ils sont toujours à vélo en train de se balader dans les Ouais. champs. Il y a des petits courants d'eau. Ouais. Il y a tout un. Ouais, il y a une atmosphère. Moi, ça m'a rappelé les films de Romer, même si j'aime pas du tout Romer. Les dialogues sont, enfin, j'aime pas Romer, mais je trouve qu'il y a un peu cet esprit-là de, voilà, vacances d'été, tout va bien, et puis ils se laissent porter par la vie. Ils auront aucune contrainte finalement, tout va bien. Donc ouais, j'aime bien ce genre de film où t'es posé, tu te laisses emporter quoi. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à un film qui s'appelle Maurice. Non, je Oui, vois pas. c'est vrai. Et, Oui, c'est vrai. Je crois qu'on en avait parlé toutes les deux, oui. James Ivory. Oui, avec Hugh Grant. Avec Hugh Grant. Mm. Et pareil, c'est une histoire d'amour au milieu des champs. Enfin, Ouais. pas Non, non, vraiment, c'est. et je trouve que ça marche. Hein. Enfin, il y a quelques. Bah, quelques dans directives dans qui Maurice, sont- ça se passe au 19e siècle et c'est très très british. Hein. Ouais. Mais pareil, très subtil. Ouais, c'est. Ouais, c'est. On peut. Ouais, Je trouve c'est. qu'ils se ressemblent les deux. C'est films. vrai. Ouais. Moi, Donc, je si vous avez aimé Call Me By Your Name, on vous conseille Maurice. Mhm. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup l'acteur principal. Je suis en train de chercher. j'ai oublié Timothy son nom. Chalamet. Timothée Chalamet. Juste parce qu'en fait, Maurice, il a travaillé sur le film. Pas Maurice. James Ivory, Ouais. le réalisateur de Maurice, a Uh-huh. travaillé sur Call Me By Your Oh, Name. ok, Donc d'accord. c'est pour ça qu'on a aussi ce feeling. Ça s'explique. Ah. La vibe commune. Ouais. je t'en prie. Et non, mais pour dire Timothée Chalamet, c'est un gars, en fait, il transpire de charisme, quoi, Ouais. alors qu'il est assez jeune, mais tu le vois quand il joue au piano et qu'il joue cet air un peu badin, quand comment on dit, cabotin, avec son petit ami, qui lui fait genre, ah, je vais jouer du
bac et il est super cultivé. Vraiment, j'adore ce genre de personnage. Alors, moi, je trouve que tu as utilisé le mauvais mot. C'est vraiment pas petit ami. Ils sont pas un couple en fait. Ouais. Ils sont deux personnes qui s'aiment. Ouais. Et personne d'autre est au courant quoi. C'est comme un secret. C'est une romance. Non, Non, c'est plus qu'une romance. c'est plus C'est qu'une des amants. romance. Ouais, c'est des Voilà. amants. C'est. Ouais, des amants. Ouais. Alors que justement, en fait, on voit que dans le film, il essaye d'être avec une fille Mhm. Ouais. qui pourrait être je pense, c'est sa petite amie, et on sent que ça marche pas en fait, parce que il y a ce côté, ouais, oui, il se cherche, et puis il y a le côté trop institutionnel, alors qu'avec son amant, bah justement, il y a le côté libre en fait, Mhm. pas de contraintes, pas Ouais. de. Puis cette scène où il pleure devant le feu. Oh là là. Donc l'opposition n'est pas seulement sur ses aspirations sexuelles, mais aussi sur une forme de choix de vie, encore, comme tu disais, entre une certaine liberté, une certaine Oui, c'est ça, c'est une sorte de. institution, Ouais, comme c'est l'été, tout est possible. C'est Ouais. la jeunesse, tout est possible. Donc, et voilà, c'est un film sur la jeunesse, D'accord. l'été, la Mais d'ailleurs, liberté. il n'y a pas un moment où il y a Armie Hammer qui lui dit qu'il est jeune et qu'il peut, Oui, qu'il ouais. peut faire à peu près tout. Ouais. Mhm. C'est C'est ça. le moment où tout est possible. C'est ça. Je sais plus exactement. c'était un Mais moment. il y a beaucoup de très belles scènes entre eux. Bah, la scène où ils s'avouent leur amour, moi j'adore cette scène. Ils font le tour d'une statue en fait. Ils se Ouais. regardent et il y a Ouais. tout un jeu de séduction, de non-dit. Enfin, c'est magnifique. Leur premier baiser dans un champ, c'est magnifique. Enfin, il y a beaucoup de scènes très très belles. Ouais. Mais c'est pas dans mon top 5. Mais du coup, qu'est-ce que t'as mis en numéro 2, Agathe? J'ai mis un film de retrouvailles, parce que j'avais pas vraiment aimé Nymphomaniac, et j'ai retrouvé vraiment le génie de Lars von Trier, donc j'ai mis en 2 The House that Jack Built. Ok, très bien. En fait, c'est un peu ce que tu disais par rapport à Call Me By Your Name. En fait, c'est un film, quand tu le vois, ce film, tu te dis, ah, c'est un film dégueulasse sur un mec misogyne. J'ai pas dit ça du tout. Non, mais c'est... Bon, ok. faut me laisser finir, hein. Ouais. Et donc, c'est... voilà, à première vue, c'est ce que j'avais en tête. Et puis, au fur et à mesure, le film, en fait, est resté en moi. Il m'a diffusé des vagues de « mais non, faut le lire sous un autre angle ». Et au fur et à mesure que le temps passe, en fait, finalement, le film, il devient meilleur. Je sais pas D'accord, comment dire. ok, je vois la ressemblance avec ce que Pardon. j'ai dit. Fallait y arriver, hein. Tiré quand même. Hein. Ah non, mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que je vois le film une fois, Ouais. et ce que je vais en penser la première semaine va être très différent de ce que j'en pensais la D'accord, semaine 2, de la semaine 3, de la semaine 4, et Ouais. très peu de films réussissent ça en fait. Avoir des lectures, des degrés de lecture, mais incroyables quoi. Ouais. Et les gens qui n'aiment pas les films de Lars von Trier, d'ailleurs, c'est des gens qui prennent tout au premier degré en fait. Vous avez entendu? Mais non, mais j'ai rien contre les gens qui prennent tout au premier degré, mais donc n'allez pas voir ce film si vous avez le cœur sensible et si vous prenez tout évidemment, ouais. au premier degré. Enfin, Il vous est pas demandé de rentrer en empathie avec le personnage principal qui, si je me rappelle bien, est un serial killer? oui, c'est ça. Ah, bah, On vous C'est demande pas ça, hein, mais c'est un tueur en série. Ouais, donc c'est l'histoire d'un tueur en série et ça pose des questions sur la moralité, l'art. Il y a une sorte aussi de mise en abîme entre le réalisateur et le tueur en série. Voilà, donc c'est un tueur en série qui compare ses crimes avec l'art. Tu pourrais croire aussi que Lars von Trier se dit bah tiens, mes films c'est comme si je tuais quelqu'un. Non, mais c'est des interprétations qui sont, et puis les dernières scènes. Je sais pas si vous avez vu Mélancolia, Oui. mais du coup les premières scènes de Mélancolia vraiment au ralenti, comme des tableaux, c'est ce que je retrouve à la fin de La maison qu'a construit Jacques. D'accord. C'est tu l'as pas dit en anglais, je suis désolé. C'est vrai qu'en français, ça sonne un peu moins bien. ouais, Jacques, j'aime bien. Il avait vraiment l'air bien ce film en plus. Ouais, mais Ah non, voilà. moi j'ai vraiment pas envie de le voir. Moi j'avais vu Nymphomaniac, j'avais détesté. En fait, le seul film de Lars von Trier que j'ai bien aimé, c'est Mélancolia. Tous les autres, je les ai trouvés provoquants pour rien. Il y avait aucun fond. Et là, on m'a parlé des scènes de The House That Jack Built. La maison que Jacques Ah, a construit. Voilà, exactement. Non, ça me donne pas envie. Bien, Chris, ton numéro 2. Je rejoins un numéro 3 auquel qui a été dit tout à l'heure, c'est Under the Silver Lake. que j'ai Ah. vu. Ok. Et je vais pas en dire grand chose de plus, sauf que j'ai beaucoup aimé rentrer dans cette intrigue justement avec
avec ce personnage qui n'est pas obsédé par sa voisine, mais qui le devient en fait. Oui. Enfin, c'est ce que Ouais. je voulais juste. Mm. Et légèrement voyeur sur les bords, mais bon, peu Mais il importe. faut dire qu'il a 2 voisines. Hein. Il a 2 Hmm. voisines. Ouais, c'est un truc à découvrir, c'est drôle ça. Et donc en gros, il devient obsédé par une de ses voisines, mais elle disparaît, blabla, et donc il fait tout son jeu de recherche. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tout cet enchaînement de recherche, de découvertes qu'il amène dans différents milieux de Los Angeles, qui sont des milieux qui sont complètement violents parce que ce sont des milieux fermés dans lesquels il rentre avec une facilité qui est déconcertante et pour lesquels vous n'aurez aucune réponse. Et justement, lorsqu'on se rend compte qu'on n'aura aucune réponse pour certains des éléments qu'il faut avancer, c'est là qu'on peut tout prendre en dérision, enfin pas forcément en dérision, mais qu'on peut retrouver une certaine légèreté dans le déroulement de tout ce film. Et c'est ce que j'apprécie, le contre-pied, le pied de nez en tant que spectateur on a. Vous prenez pas la tête à essayer de trouver une interprétation à tout ce qu'il fait. Laissez vous porter, par le machin. Et vous voyez là où ça va le mener. Et d'ailleurs, c'est un propos qui me semble résumé lorsqu'il trouve un personnage qui se retrouve, pour qui on apprend qu'il a orchestré un tas de choses, qui a bercé son enfance, qui a bercé l'enfance de tout le monde. Je n'en dis pas plus au cas où vous voulez le voir. Mais cette scène-là est juste c'est le pinacle de tout le film. En fait, c'est la pierre angulaire. C'est ce moment-là où si tu n'as pas encore compris qu'il faut s'en foutre de tout, c'est là que tu es censé comprendre. Je trouve ça assez marrant que Agathe aime bien un film parce qu'il y a une interprétation à trouver, et Chris dit ah non moi j'aime bien ce film parce qu'il n'y a aucune interprétation C'est dans vrai, ce film. non, c'est vrai, c'est amusant, ouais. Mais le problème c'est que j'ai pas vu justement The House The House that Jack built. Bien joué. Ouh là là. Ouais, je sais. Avec un serial killer. C'est un tueur de Donc, céréales. voilà. Un tueur de céréales. D'ailleurs, il y a une boîte de céréales dans Under the Silver Lake. C'est vrai. Ah bah oui. C'est trop marrant ça aussi. Mais après, le personnage de Andrew Garfield, en fait, il fait tout ça parce qu'il s'ennuie beaucoup. Aussi. Parce qu'il est au chômage, il n'arrive pas à payer son loyer. C'est un film, ouais, c'est un peu sur notre génération, voilà, qui est bercé par beaucoup de références. Oui, mais justement, Ouais. en fait, moi j'ai trouvé que la chronique du fousseur de film sur le film était intéressante. Ce qu'il disait, c'était que, en fait, il y a un peu une critique de la surproduction d'œuvres culturelles geeks, etc., qui envahissent notre quotidien. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que tu vois beaucoup, la réutilisation jusqu'à la mort d'œuvres culturelles geeks, tu vois, je sais pas, à travers tous les sites genre 9gag, etc., où tu recycles et tu recycles et tu recycles. Et le film parle un peu de ça aussi. François Turel, tu viens quand tu veux. Ah, mais ça, c'est un peu l'écueil de notre époque, en gros, toute cette hype qu'on fait sur les années 80, 90, Ouais. l'univers geek qui au départ était assez marginal, et un peu moqué, et finalement, ben, c'est devenu la hype aussi. Oui, Oui, t'es un c'est geek, oui, je suis un geek, machin, je regarde les DC, je regarde les Marvel, blablabla. Ouais. C'est l'écueil, malheureusement, de notre génération. Donc, voilà. Voilà, on fait nos gros réacs. Voilà. Non, mais moi, je suis complètement geek. Bah, moi j'ai plein d'applications sur mon téléphone, je suis trop geek. Alors, a-t-on oublié le top 2 de quelqu'un? Oui, moi. Ah ah. Alors, moi, mon numéro 2, c'est L'île aux chiens de Wes Anderson. Je l'ai pas vu. Oh, il est trop bien. Non, en fait, j'ai un peu plus de choses que ça à dire. Donc, c'est un film en stop motion qui raconte l'histoire de chiens qui sont abandonnés sur une île, une petite île au large du Japon. Ouais. Et en fait, un jeune garçon, Atari, va voler un avion pour récupérer son chien qui s'appelle Spot. Et ça va être toute l'aventure de Atari à la quête de Spot sur cette île qui est en fait qui est une île poubelle où il y a des chiens mais il y a aussi beaucoup de déchets, beaucoup de C'est une sorte de quarantaine. Voilà, c'est ça, parce que les chiens ont une maladie et du coup pour pas que ça se transmette à d'autres animaux ou aux humains, ils les ont envoyés là-bas. Je sais plus si c'est vrai, mais il me semblait que c'était vraiment le cas qu'à un moment ils avaient mis ce genre de choses. Ils avaient pris une île et ils avaient mis pas des prisonniers ou des chiens, quelque chose comme ça, ils les avaient isolés sur une île. Je sais pas si Mais c'est vrai au Japon, il y a une île aux chats. Donc, oui. Oui, et Bien du sûr. coup, Atari va être aidé de 5 chiens. Et en fait, il y a toute une conspiration qui menace la ville d'où vient Atari. Et en fait, j'aime beaucoup déjà le traitement du langage dans le film. Parce que les chiens parlent en anglais et Atari parle en japonais. Et du coup, je sais pas trop comment le doublage a été fait au Japon, par exemple, pour ça Ah ouais. qui questionne. Ah ouais, Et c'est pas très... Mais c'est vrai Il faudra demander à que Kim. c'est ça. c'est vrai que je me suis posé la question de. Enfin, en fait, j'ai vu le casting en anglais, qui était super. Et quand j'ai vu le casting français, ça m'a donné envie de voir le film en français. C'est le Garel.
Et J'ai oui, pas vu en français. Hein, en anglais, il y a Bryan Cranston, il y a un bon casting il aussi. y a Bill Murray. Bill Murray, Il y a ouais. Scarlett Johansson, Ouais. non, il y a Frances McDormand. Uh-huh. Et il y a Greta Gerwig qui est aussi la voix française. Ah, je savais pas ça. Ouais. La voix Elle française. fait, Ah, Elle ouais. parle français? Oui, elle parle français. En fait, comme c'est la voix de l'étudiante américaine, Ah oui, elle a un accent du coup. Ouais. elle a un accent américain quand Ah, elle trop fait marrant. le doublage français. Ouais. Du coup, elle fait le rôle de Scarlett Johansson. Non, C'est Scarlett Johansson qui. non, Scarlett Johansson, elle joue le petit chien mignon. Ah oui, c'est C'est vrai. Léa Seydoux qui joue. Moi, dans le film, j'ai bien aimé la texture du film. Oui, C'est-à-dire qu'il y a oui, vraiment c'est vrai. une utilisation du stop motion qui est assez inédite dans la fumée, etc. Il y a des choses que moi, j'avais jamais vu dans un autre film. Je trouve que, au niveau de la réalisation, c'est vraiment très bien fait. Puis moi, j'aime bien ce que ça dit sur notre époque. Mhm. Sur comment on traite du coup les animaux, le fait qu'il y ait quand même une poubelle qui existe au large d'un des pays les plus influents du monde. Ouais. Dans cette époque, il me semblait que c'était plus daté que ça. C'était genre. Bah, c'est un peu entre-deux-guerres, non rétro-futuriste en Il me semblait fait. que c'était un rétro. Ah, je sais pas. Je sais même plus si c'est vraiment daté. Ah, je sais pas. Après, Non, moi, ça se passe. Attends. il me semblait que pour Non, moi, c'était attends, comme je ça. dis n'importe quoi. Ça se passe dans les années 70, 60 Ah, bah, tu Je vois, sais pas. je pensais l'entre-deux-guerres, mais c'est peut-être un truc comme ça. D'accord. Et puis techniquement, c'est assez impressionnant. Oui, c'est vrai. En même temps, c'est Anderson. hein, donc, Ça offre des images qu'on n'a pas vues avant, une texture qu'on n'a pas vue avant. Mhm. C'est assez novateur, oui. aussi bien fait, j'imagine. Et puis ce que j'aime, c'est tous les détails quoi. Enfin, c'est quand même Wes Anderson, donc il y a des Ouais. détails partout, des petits machins. Enfin, Ne c'est, pas confondre avec W et autres salons. Oui, non. Désolé. Autant Paul Thomas, ça va, mais. Nous passons maintenant au number one. Alors, number one. Rémi. En vrai, c'est pas vraiment une surprise parce que j'en ai beaucoup parlé, mais c'est Girl qui m'a vraiment marqué. Pour résumer l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui veut devenir, qui se sent une fille et qui veut faire la transition. Donc, en fait, le problème, c'est que tout doit aller trop vite pour elle. Il y a un moment où elle commence à avoir envie de faire l'opération, mais elle se sent pas bien dans sa peau. Même si son père la soutient beaucoup, elle se sent pas assez fille et elle a envie de tout faire trop vite. En parallèle, elle fait de la danse classique. Et là, pareil, elle met toute son énergie dans cette pratique, mais elle s'use son corps, ses pieds sont ensanglantés. Et en fait, ça représente bien son vécu personnel, c'est-à-dire que, en fait, la manière dont elle se ressent à l'intérieur, elle exprime sur la manière dont elle agit dans la réalité. En fait, elle maltraite son corps parce qu'elle ne supporte pas de se voir dans un corps qui ne lui appartient pas. Il y a beaucoup de scènes vraiment très émouvantes, en particulier les dialogues qu'elle a avec son père, qui lui est vraiment très compréhensif et qui a une manière de lui parler très apaisante, mais il a du mal à la comprendre parce que forcément il peut pas se mettre dans sa peau. Et quand il lui dit par exemple mais tu vas voir, tout va très bien se passer, on a vu les médecins, je vois pas ce qui se passe, elle est là, elle arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent quoi. Et il y a un peu une rupture de dialogue entre les deux, malgré le fait que le père a toutes les bonnes intentions du monde, c'est assez compliqué pour lui. Et donc il y a vraiment des scènes très très émouvantes et on voit qu'ils ont envie de se parler mais ils n'y arrivent pas. Après il y a donc ça c'est le cadre familial qui est vraiment très protecteur, mais en dehors de ça il y a les amis de la fille qui pour le coup sont assez peu compréhensifs. Il y a une scène assez tragique où elle est invitée chez des amis qui lui disent alors est-ce que t'as vraiment toujours une bite, vraiment des choses horribles. Et voilà, ils sont un peu oppressives envers elle. Donc vraiment, on ressent vraiment toutes les problématiques qu'il y a dans la transidentité à travers ce film. En fait, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que ça appuie sur le sentiment de la fille en question, mais pas sur... En fait, son père la soutient, mais malgré tout, elle ne s'en sort pas. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un ressort scénaristique intéressant. Et voilà, le film est très dramatique, assez émouvant, mais on en sort avec une meilleure compréhension de la transidentité. Après, je pense que le film aussi, il parle beaucoup de. Parce qu'elle a beau être. Elle a une transidentité, mais ça reste une ado. Oui, Et quand on est ado, le problème, c'est que tout est toujours trop lent. Oui. On a l'impression que le temps n'avance pas. C'est ça. Et nous, les ados veulent. En tout cas, moi, ce que je me souviens de l'adolescence, c'est que tu voulais que ça aille plus vite, tu voulais commencer à devenir une adulte, tu voulais lancer ta On vie, est dans etc. l'instantanéité en fait. C'est ça. tout, Et tout je est pense accessible. que, du coup, elle, avec sa différence, elle vit quand même l'adolescence comme une adolescente. Et du coup, elle se prend, toutes ces questions de qu'est-ce que je vais être demain. Et je trouve que le film met bien ça en avant et c'est assez cool. Ouais, c'est ce que j'appuie les propos de Jazia. Ce que je trouvais intéressant, moi, c'est vraiment faire le parallèle entre la transidentité et le passage de l'adolescence, en fait.
ce moment, même nous qui sommes pas, qui n'avons pas le souci de la transidentité, on a quand même eu, l'adolescence, on va encore changer, on voudrait que ça aille plus vite, qu'on devienne un homme, une femme beaucoup plus rapidement. Il y a une transition à gérer. Et c'est ça qui est bien dans le film, c'est qu'il parle pas de la transidentité vraiment au centre de tout le récit. Il y a aussi tout ce passage avec les relations père-fille, les relations de l'adolescente avec les autres élèves, avec ses professeurs, avec son petit frère, avec le monde en fait. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film. Oui. C'est pas... Et l'acteur qui joue donc cette fille, en fait, il est vraiment magnifique, son premier rôle. Et en fait, à la base, il devait pas être casté pour ce rôle-là. Il était a priori second rôle en tant que danseur. Mais quand le réalisateur l'a vu, il a tout de suite pensé à lui. Parce que vraiment, il a une tête d'ange. Vraiment, il a un côté éthéré que je trouve assez incroyable. Oui. Quand il parle, on a vraiment, il est incroyable, quoi. Il a un jeu incroyable. Roger, il est vraiment, Ouais. on est réservé quelque part. Ouais. Dans la pièce, tu ne vois que lui. Enfin, Ouais. c'est waouh. Il s'appelle Victor Polster. Voilà. Et oui, il est génial ce mec. Ok, Agathe, ton number one. Et moi, c'est Three Billboards. Enfin, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce film, mais en fait j'ai hésité à mettre Black Klansman en numéro 1 parce que les deux parlent de peu près de la même chose, donc du climat de haine dans les États-Unis. Enfin, c'est vraiment des films anti-Trump. Mais ce que j'aimais dans Three Billboards, c'est que c'est pas seulement ça parle pas seulement de la haine blanc, noir, etc. Ça parle surtout de la haine en général en fait. Des personnages qui ont tous une sorte de haine en eux, qui n'arrivent pas à la gérer. Voilà, donc c'est vraiment un film sur comment tu peux gérer ta colère en fait et éviter de la faire porter sur les autres. Donc le film commence, donc c'est une jeune mère, une mère qui qui est complètement désespérée parce que l'enquête sur le viol et le meurtre de sa fille n'avance pas. N'a pas abouti carrément en fait. Ouais, n'a pas abouti du tout. Et donc au début, tu prends parti pour la mère parce que tu peux pas ne pas avoir d'empathie pour elle, mais au fur et à mesure du film, tu te prends d'empathie pour les policiers parce que les policiers font tout ce qu'ils peuvent pour résoudre l'affaire. Personne dans ce film n'est vraiment mauvais ou bon. Il n'y a pas d'antagoniste. Et la personne que tu penses être l'antagoniste, ce policier con, ignorant, Sam Rockwell. Ouais. Sam Ah oui, il est Rockwell, qui est incroyable. Ouais, ouais. Et au final, cet homme à la fin me fait pleurer tellement. Non, mais je suis sortie du film. J'étais... Ouais, je comprends. Et voilà, c'est un très beau message. Enfin, ce film m'a vraiment donné un message de tolérance, de dialogue. Je sais pas si vous avez vu ce film. Ouais, je l'ai vu, ouais. C'est Moi, mignon. moi, personnellement, j'avais bien aimé, mais sans plus, quoi. J'avais vraiment bien aimé la performance d'acteur du flic, là, j'ai oublié son nom. Woody Harrelson. Voilà. C'est Mais, Ça me Les deux de toute façon. Ouais, sont- les deux, les deux sont enfin, juste- oui. tous les acteurs du film sont. mais après, pour le coup, j'ai trouvé que le scénario n'était pas non plus incroyable. Voilà. C'est pas le scénario. J'ai pas été. Oui, bien sûr. Mais j'ai pas été surpris, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il fonctionne vraiment dans le film. Pour le Ouais. coup, il est pas dans ma liste, mais il aurait pu. Quoi. Bah, moi, c'est mon numéro 1 aussi. Ah oui. Mais pas être. Faut le dire Ouais, dès bah non, le mais début, ouais, ça ouais, prend- ouais, ça J'ai dit c'était un truc freestyle. En mais plus, on à un peut moment, quand même je écouter, veux pas, ouais. j'ai pas touché dans la smooth, j'ai essayé, t'aurais dû me. Mais il y a des moments où je peux intervenir parce que je n'étais pas forcément. Faut pas hésiter. Pas d'accord, mais par exemple, je trouve pas que ce soit un film qui parle de la haine en gros. C'est vraiment. Comme ça a été décrit. J'aurais peut-être dû dire la colère. plutôt. Ouais, plus la colère. Parce que en gros, j'ai pas vu Blacksman quelque chose. Black Landsman. Non. Je voulais, mais j'ai vraiment pas eu le temps. C'est triste. Mais... Ah merde. Là, pour le coup, effectivement, c'est très bien été, puisqu'on a que ce plan avec un agent infiltré. Mais là, il n'y a pas vraiment de conflit Oui. entre ethnies, on va dire. Non. Mais c'est vraiment un film sur la colère, parce que tout ce qu'on ressent du début à la fin, c'est cette injustice, cette frustration que cette mère de famille, justement, a eue, puisque quand même, sa propre fille a été, comme on l'a dit, violée et tuée. Cette frustration de ne pas avoir trouvé le coupable, cette frustration de penser que la police n'a rien fait dans ce sens pour trouver le coupable. Et tout bascule, les choses basculent lorsqu'on justement on voit le chef de police qui à l'époque a mené l'enquête et ses adjoints qui sont quand même embêtés, surtout le chef de police qui est embêté parce que lui aussi aurait voulu mettre un point final, donner un peu de répit à cette personne, lui donner la conclusion qu'il faudrait. Malheureusement, c'est pas le cas parce que dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est un propos qui est encore appuyé justement à la fin avec
Je sais pas si j'ai envie de le dire ou pas, on s'en moque. Hein. Non, mais vas-y, peu Ouais, importe. On bon, spoil. On spoil. Divulgachage. Divulgachage. Donc, en gros, après pas mal de choses, on pense qu'on a trouvé le coupable de l'époque, mais malheureusement, c'était pas un coupable, mais c'est une personne qui a commis le même crime. En gros, la personne a au moins violé. Et tué une personne, ouais. Si elle a vraiment situé, je m'en rappelle plus ça. Oui. Mais en gros, une personne se retrouve à se vanter auprès d'une de ses connaissances dans un bar qu'il a violé et tué une fille. Un des adjoints de la police qui est Sam Rockwell, qui est un personnage qui est pas l'antagoniste mais qui est détestable au possible par sa beaufrie, par une certaine suffisance. C'est une sorte de redneck en fait. C'est ça. C'est le mot que j'ai repris tout à l'heure, redneck. Ouais. Et donc je vais dire aussi, ce redneck en fait, c'est pas dit clairement dans le film, mais tu sens qu'il aime bien mettre en garde à vue des noirs. Donc en fait il y a aussi un... Non mais c'est vrai, Ouais, c'est sous-entendu. vrai, ouais. Il y a le racisme mais sous-entendu. Et en fait la personne Qui l'influence. Quoi Ouais, vas-y, continue. C'est surtout comme, en gros, c'est tout ce qu'il fait, c'est comment on dit encore ? Sa mère. Oui, ça provient de sa mère qui l'influence dans ses choix, dans ses propos. Et en gros, il est toujours chez sa mère et c'est sa mère qui lui impose certains choix, par sa réflexion, lui impose certains choix. Toujours dans la subtilité, en fait, à la fin, on se demande si, en fait, il est pas homosexuel, parce que souvent, pareil, il y a des propos homophobes, et lui, il corrige ses propos homophobes. Donc, tu te retrouves un peu coincé pour les décès, tu te dis, ah, mais il est gay, donc je peux pas le détester, mais il est raciste, tu vois, c'est... C'est ce personnage qu'on a envie de détester, au fur et à mesure, on comprend que lui aussi a ses travers. Tout dans la subtilité. Il essaie quand même de faire les choses bien, quoi. Et j'aurais voulu en venir au fait que ce personnage-là surprend la conversation d'un type qui avoue à un de ses potes qu'il a violé et tué une femme. Donc on pense à ce moment-là que c'est un peu trop gros. On pense que c'est gros, mais qu'il a trouvé coupable de l'époque. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais il va voir la mère qu'il n'a pas arrêté de rabaisser, qu'il n'a pas arrêté de faire douter pendant tout le film. Il va la voir, il s'allie avec elle, il se pardonne chacun. Mutuellement. Ils se pardonnent mutuellement parce que pas mal de vaches ont été échangées, dont la crémation, dont la crémation d'un commissariat dans lequel il était. Une scène archi drôle et en même temps tellement tragique. Tellement dérangeant. Non, mais tragique, ouais. Et voilà quoi, ce film-là, était très beau. Ouais, et je vais finir sur ce que tu disais, subtilement, hein, parce qu'en fait, donc on apprend que c'est pas la fille de Frances McDormand qui a été la victime, c'est une femme en Irak, en fait, dans la guerre. Oui. Donc il y a aussi, par-dessus tout, tu vois, il y a aussi une sorte de critique de la guerre, une critique de l'Amérique qui va en guerre dans des pays lointains, faire des atrocités. Et c'est vraiment ça que j'aime dans ce film. T'as plein de petits messages, Plein de sujets sont abordés, effectivement, qui sont d'actualité. Ouais. Et comme l'a dit Rémi, lui, il n'a pas vraiment apprécié parce qu'il n'y a pas forcément un scénario, mais justement, c'est pas le scénario je voulais en venir, c'est pas vraiment le scénario qui importe, c'est le témoignage du vécu de tous ces personnages. Que ce soit la mère, que ce soit le chef de police qui a un geste tragique. Parce que non seulement il est malade, mais en plus les choses pèsent sur lui. Il a une certaine poisson quant à la non-résolution, ça se dit pas, la non-résolution de cette enquête. Et la rédemption de ce personnage redneck qui est Sam Rockwell, qui est juste t'as envie de le baffer, et qui par moments t'apporte des fous rires qui sont complètement à l'opposé de ce qui est le sujet principal de ce film. Voilà, Christian, on a beaucoup aimé le film. Donc j'ai apprécié le film, je l'ai mis en premier en gros. Bah du coup je vais conclure. Alors moi mon numéro 1 c'est La forme de l'eau. Ah d'accord, je m'y attendais vraiment pas. Non, je l'ai pas vu. Bah si. C'est bon moi. Si, il y est. Non, il y est. Non, c'est ma faute. Non, mais il y est, mais moi personnellement, je l'aurais pas mis dans mon top. Moi je l'ai mis dans mon top en fait, j'aurais forcément bien rentré pour ça. Film quoi. C'est beau. Enfin Guillermo del Toro déjà à la base j'aime beaucoup ce réalisateur. Je pense que Le Labyrinthe de Pan c'est un des meilleurs films. Celui qui a fait après avec Tom Hiddleston et je sais plus qui et Jessica Chastain était esthétiquement très beau, mais il manquait pas mal de choses. Ah, Crimson Peaks. Voilà, Crimson Peaks. C'était très beau, mais il y avait l'histoire avait des lacunes. Bah tu vois, je trouve la même chose pour La forme de l'eau quoi. C'est très beau, mais après bon, voilà, c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Ah non, Rémi est grognon. Portons info. Mais non, mais est-ce que Vas-y. Mais pas toi contre Rémi. Allez. Moi, je me bats contre personne. J'avais fait ses opinions. Mais moi, j'aime bien tout le.
En fait, c'est un peu le Freaks of the Week de X-Files. Enfin, je sais pas. Alors, Voilà. c'est pointu là. Non, mais tu sais, C'est l'épisode un peu à part Ok. qui sort de la continuité. En gros. D'accord. C'est ça? non, en fait, chaque semaine, t'avais un monstre différent. Ah Et bon, du coup, le monstre, c'est juste. C'est un symbole d'autre chose, tu vois. Mais, et du coup, le fait que. Ça, il adore ça, Del Toro. Oui. Le monstre, ça veut dire quelque chose. Oui, mais Del Toro, il adore les monstres, Oui. il le dit tout le temps. Ah non, c'était pas forcément un monstre. Il est trop fan de Lovecraft. Oui. C'est parce que l'apparence est rebutante que malheureusement. Ah, les mais choses Tous ont un tous œil ceux qui aident magnifique. ce monstre, c'est des gens aussi à part en fait, Oui. qu'on peut aussi considérer comme des monstres. La fille qui est handicapée, Oui, bah, la c'est ça. noire, le juif, Ouais. l'homosexuel, enfin voilà. Ouais, là, il y a Minority Power en fait. C'est ça. Non mais c'est ça, c'est un peu Minority Power. Ce film est beau esthétiquement. Oui, l'histoire, et puis, comment il s'appelle Michael Shannon. Ah oui. Ah un oui. méchant, Ah oui. Jusqu'au boutiste. méchant cruel, qui a juste pour but, enfin, c'est juste ses plans personnels qui sont à l'avant de tout, et le fait qu'il va commencer à pourrir un moment, Oui, enfin, oui. avec tout son, enfin, parce qu'il se fait couper le Il se doigt fait par couper le doigt, par la ah, bête, c'était- et je trouve que c'est un peu ça fait très monstre classique, tu vois, Bah, inspiré de Monster de. Je sais plus quoi là. le monstre du lac. Monstre du lac, ouais. Ouais. Ah oui. Et C'est ça l'inspiration première. Et voilà, en fait, il y a plein de références partout. Enfin, enfin, je pense que c'est vraiment un film c'est un film sentiment, tu vois. Je pourrais pas te dire exactement. Ouais. Moi, je te dirais un film tableau. Ah non, Et dire que t'aimes bien Call Me by Your Name. Et boum, drop the mic. j'avoue qu'il y a plus d'action dans. Ouais, c'est vrai, c'est pas My faux. dans God, The Shape my of God. Water. Ouais, c'est vrai. J'avais pas prévu d'avoir quelqu'un qui soit complètement négatif. Non, mais C'est juste. Bah, après, je sais que quand je suis sortie de la salle, j'avais vraiment un beau moqueur. Mhm. Et j'étais bien. Et j'ai été touchée par ce film. D'accord. Et je pense que c'est beaucoup lié à l'esthétique. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, il y a... Surtout l'évolution de ce personnage qui est un peu pas. Il est pas outcast parce qu'il est quand même accepté par la personne chez qui elle est recueillie. La personne qui est muette, je me rappelle comment s'appelle cette actrice, qui est très bien dans Sally ce rôle. Hawkins, j'aurais donné l'Oscar, Elle moi. est juste excellente Oh, dans, oui. dans ce rôle. Mhm. Elle porte bien le, elle porte Le rôle bien le d'Amélie personnage. Comment Le rôle d'Amélie Poulain. Oui, un peu. Oui, un peu, euh, mais non. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal... Enfin, c'est vrai qu'Amélie Poulain et ce film, il y a plein de trucs qui... Mhm. C'est un peu la... C'est une référence, hein. Ouais. C'est une référence, oui. Mhm. C'est vrai qu'elle a la même coupe de cheveux d'Amélie Poulain, mais bon, enfin après, je trouve que la référence s'arrête là. Quoi. Ouais, bien Il y sûr, Il n'y a a... pas cette naïveté Mhm. que Amélie Poulain a, je crois. Mhm. Et puis bon, là, il y a du sexe. Hein. Exact, c'est ce que j'allais dire. Mais il y a du sexe dans Amélie Poulain, je sais pas si tu te souviens. Ah oui, Oui, mais oui. si, quand, avec... Dans les toilettes, ouais, dans du les bar. toilettes. Isabelle Ah, Nanty et Dominique Pinou. C'est vrai, Ah, c'est vrai. romantisme. Et puis même au début du film, elle imagine tous les orgasmes de Ah la oui, ville de c'est Paris. C'est vrai. 15. Tu vois, donc oui, c'est vrai que c'est deux films qui... On pourrait les mettre dans le même sachet. Et maintenant le flop 5. Ok, ça marche. Ok, alors le flop 5. Numéro 5, Rémi. Je commence. Alors, attends, faut que je retrouve ma liste. Voilà. Ah. Alors, dans la catégorie, je me suis endormi devant Jurassic World parce que vraiment aucun Bah, c'est intérêt. juste, quoi. C'est mon numéro 1. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, non, mais Bon, c'est- écoute. c'est- Bon, du coup, je les fais tous. On fait Allez, tous on fait notre tous, chacun. Ensuite, Ready Player One, pareil, j'aime pas trop, c'est pas trop mon style de film, mais en plus, là, j'ai trouvé que c'était très très appuyé, le côté, regarde ça, la référence, voilà. Non, c'était vraiment, moi j'ai pas du tout aimé. Bon, à mon avis, c'est plus pour les enfants ce film, parce que bon, vraiment, il y a des côtés très, je sais pas comment dire ça, mais c'est très très commercial. Plus ado qu'enfant quand même. Enfant, ouais, ado, ouais. Ensuite, Les Mauvaises Herbes, voilà, je l'ai vu récemment, c'est un film de Kyron. Alors là, vraiment, c'est du pathos, mais oh mon dieu. Vraiment, le principe du film, c'est Kyron qui nous montre, regarde, je mets des personnes, voilà, défavorisées, des gens de banlieue. Vraiment, c'était, puis les dialogues sont mal écrits. Je trouve qu'il y a des scènes qui s'enchaînent d'une manière incongrue. Donc voilà, c'était vraiment pas top. Ensuite, Les Affamés. Là, c'est plus une déception. Parce que vraiment, je m'attendais à un très bon film en voyant la bande-annonce et la promo qu'il y a autour du film. Parce que c'est le film d'une jeune réalisatrice qui a plein de bonnes ambitions et qui, en fait, je suivais son blog et elle parle beaucoup de la condition des jeunes dans le marché du travail et elle a un regard assez pointu sur la question. Elle-même, elle a connu pas mal de petits jobs, petits boulots à la con. Voilà, elle a par exemple été Père Noël qui distribue des tracts dans la rue, voilà, en plein hiver. Donc vraiment, c'était intéressant de son point de vue d'avoir un film sur la jeunesse.
mais le film est vraiment raté, quoi. Déjà, les jeunes sont la caricature des jeunes. C'est-à-dire, il y a plein d'acteurs qui ne savent pas jouer dedans. Voilà, désolé pour Kemar, mais ce n'est pas un bon acteur. Et les dialogues sont mal écrits, donc vraiment, j'ai été très déçu de sa part. Et je trouve qu'il y avait un beau potentiel qui a mal été exploité. Voilà. Et ensuite, le top 1, flop 1, c'est Downsizing. Je crois qu'on sera d'accord là-dessus, c'est vraiment pire film sur tous les points. Le scénario n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Il y a une romance qui n'a rien à foutre là, il y a des acteurs improbables qui ont des accents improbables. Il y a une fin qui n'est... Vraiment, c'est hyper décevant la fin. Donc, n'allez pas voir ce film. Voilà. Ok, alors moi, Downsizing, c'est mon premier. C'est mon flop 5, mon 5e, parce qu'en fait, je dirais que la première partie du film, elle est bien. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, tu veux aller où, film ? Où veux-tu m'emmener, film ? Non, parce qu'en fait, je suis bluffée par l'aspect réalisation sur la petite ville, en fait. C'est comme une petite ville Playmobil, mais c'est vrai que la réalisation, elle est super de ce point de vue-là. Toutes les questions que ça implique, le fait justement, de elles sont pas exploitées. Mais oui, mais bon, le fait que ça pose ces questions, que ça mette en place... C'est enfin une solution. Ouais, c'est... Non, il y a des bonnes... En fait, je vais pas le mettre en flop 1, ce film, parce qu'il pose des bonnes questions. Il y répond mal, mais il pose des bonnes questions. Mais tu vois, typiquement... Donc c'est vraiment, moi, la première partie est bien, mais il aurait fallu trouver une autre fin. Ouais. Bah, typiquement, dès le début, il y a un truc qui va pas. Qui te gêne, oui. Ouais, c'est que le mec rétrécit. Excusez-moi, vous l'avez vu ? Non. Oui. Je l'ai, mais... Ok, donc Matt Damon rétrécit. Mais pas sa femme. Mais pas sa femme. Et ça, c'est monté. Mais ça, c'est Ouais. pas Mais en fait, le truc, c'est que sa femme, on sait pas ce qu'elle devient. En fait, on suit Matt Damon dans le petit village des... Voilà. Mais sa femme, voilà, on n'en parle plus jamais pendant tout le reste du film. Parce que lui non plus, il sait pas. Non, mais... Ils ont plus aucune nouvelle. D'accord, mais en fait, oui, il y a un moment où ils mettent un point scénaristique qui ensuite n'est plus exploité pendant tout le film. Et ça arrive à plein de moments. J'ai plus les exemples en tête, mais il y a plein de moments où je me suis dit, ah, là, il va se passer ça, et non, finalement, c'est abandonné, quoi. Ouais, le problème, c'est que le film, il sait pas où il va. Voilà, c'est ça, il sait pas où il va. C'est ça. Et du coup, il se perd. C'est Ça veut ça. dire que Matt Damon ne subit pas du tout l'abandon de sa femme pendant tout le film. Mais non, mais en fait, il en parle au début. Au début, il est un peu déprimé, puis après, on n'en parle plus. C'est bon. Ah, bah, c'est En fait, cool, ça. ça fait un saut dans le temps. Ouais. Il arrive dans sa baraque où tout est prévu pour deux, il est très triste, en plus il s'est fait raser de partout, et après t'as un saut dans le temps, où donc du coup tu passes de la première partie du film à la deuxième partie du film, et c'est là où vraiment tu sais pas où il veut aller. Oui, cette ellipse qui est mal foutue. Non, mais par exemple, il crée des problématiques, genre le fait qu'il n'a pas sa licence pour faire le boulot qu'il faisait à la base. Et du coup, au lieu de pouvoir repasser un diplôme, il peut pas, du coup, il va devenir livreur de je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça où tu penses que ça va être une problématique importante, et au final, non. Il y a tout le truc social autour des bidonvilles qui sont en marge de... Mais là, pour le coup, c'est hyper cliché. Vraiment, c'était c'était vraiment hyper... comment on dit déjà, dichotomique, tu vois. C'est vraiment, t'as d'un côté les riches, et de l'autre, c'est vraiment la misère. Et ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup trop appuyé, quoi. Donc voilà, on n'a pas aimé. Ton flop 5, Chris. J'ai pas vraiment de flop 5, j'ai plutôt un flop déception en gros, mais... Parce que Rémi, il a tout fait d'un coup. Ouais, Ah merde, je suis désolée, j'étais encore... On a fait qu'un seul. Ouais, en plus, c'est vrai. Alors flop 4, c'est Invasion, que quelqu'un autour de la table m'a emmené voir. Invasion. Ah oui, j'avais complètement oublié l'existence de ce film. Moi, je J'ai connais pas. manqué C'est un plusieurs film japonais. Ah, c'est un film japonais sur une invasion extraterrestre, et au bout d'un moment tu te dis mais putain, mais allez-y les extraterrestres. Et en fait l'extraterrestre tu te dis mais putain, mais allez-y tuez-les les humains là, parce qu'on en a marre. J'ai jamais vu autant de gens partir pendant un film, et j'ai manqué plusieurs fois de m'endormir devant ce film. C'était long. C'était long. D'accord. Oh Tu là sais que j'avais là. oublié l'existence de ce film. Mais comment t'as pu T'as une très bonne... Ouais, on s'est péché, mais bon, t'as une bonne mémoire. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, je l'ai pas compté dans mes films. Ah ouais. Mais tu l'aurais mis dans ton flop si t'avais une mémoire. Peut-être. Peut-être. Il y a des chances, ouais. Alors, On m'a pas mis en colère. Flop 3, parce que je suis sortie de ce film avant la fin, c'est Star is Born. Oh, là, t'abuses un petit peu. Bah, j'abuse, mais attendez, c'est la 4e version de Star is Born. J'ai vu celle avec Janet Gaynor, j'ai vu celle avec Barbra Streisand, j'ai vu celle avec Judy Garland. T'as vu ça avec Schwarzenegger?
Enfin voilà, franchement en fait c'est peut-être ça, c'est à force de faire des remakes, moi je connaissais le début du film, je connaissais la fin du film, je connaissais le milieu du film. Et puis en plus le film est long, j'avais bu du coca, donc au moment où Bradley Cooper se pisse sur lui, je me suis dit non j'ai envie de pisser, je me tire. Mais On arrête, ça coupe pas. brise le cœur cette scène. Oh non. Alors moi je suis désolée, hein, mais Bradley Oh, le Cooper cliché à la du mec fin de alcoolo. Star is Born, Oh. mais vraiment moi je trouve ça, moi j'étais pas bien pour elle parce que c'est le pinacle de sa carrière et l'homme qu'elle aime le plus lui fait ça, quoi. C'est juste horrible. Et Mais puis- pourquoi elle est et sortie puis la avec chanson lui? à la fin aussi, Oh. J'ai pas vu le film. Ça a va. bâclé le suicide du gars. Mais non, mais c'est pas bâclé. Depuis le début. Ta gueule. Non, mais pendant tout le film, t'as le producteur de la fille, on sait que c'est pas quelqu'un de bien, parce qu'il arrête pas de faire plein de trucs. Et du coup, au moment où les deux personnages se rencontrent, donc le mari de Lady Gaga et son producteur, tu sais qu'il va le pousser vers ça. Enfin, non, En fait, j'ai pas. Le personnage sous-exploité, c'est le personnage du frère que je trouve vraiment. Le personnage du frère, j'ai beaucoup aimé. Mais le problème, c'est qu'il part au bout d'un moment. Pendant la moitié du film, le personnage du frère n'est pas là. Et finalement, il revient quand le gars est mort. Oh là là, j'aurais dû faire quelque chose. Mais moi aussi, j'aurais dû faire quelque chose. Et enfin bref, ça m'a saoulée. Je suis partie. Flop 2, pareil que Rémi. D'ailleurs, on l'avait vu ensemble. Les mauvaises herbes. Ouais, c'est trop de bons sentiments, trop de caricatures, trop de Chiron. C'est en fait, tu sais pas comment il en est arrivé là avec Catherine Deneuve. Enfin, Catherine Deneuve joue sa mère ou sa tutrice ou voilà. Donc c'est l'histoire de quelqu'un qui a une enfance très très malheureuse, qui a réussi à s'en sortir en faisant des arnaques. Enfin, le film, tu sais pas où il va en venir aussi. Ouais. Et petit aparté, ça se voit que c'est le film d'un mec qui est l'émanation d'un gars de stand-up parce qu'il y a beaucoup de dialogues où les gens sont extrêmement caricaturaux dans leurs expressions et en fait on a l'impression qu'il veut ranger les gens dans les cases, tu vois, t'as les jeunes de banlieue, etc. Et c'est vraiment hyper caricaturé et tout. Ouais. D'ailleurs, t'as une scène dans le film où t'as un mec des banlieues sud qui se frite avec un mec des banlieues nord, quoi. Enfin, wow. Ouais. Enfin voilà, et puis t'as de la drogue, t'as du viol, ça drop de partout, enfin voilà quoi, j'ai pas aimé. Puis mon flop 1, c'est Jurassic Park, parce que jamais je comprendrais pourquoi tu construis un parc d'attractions. Jurassic World, Jurassic Park, Jurassic n'importe quoi. On mélange pas tout ça. Jurassic World 2. Jurassic World 2, Fallen Kingdom. Ouais, Fallen Kingdom quoi, je comprendrais jamais pourquoi tu construis un parc d'attractions sur une île volcanique. Enfin voilà quoi, et puis c'est n'importe quoi ce film. Enfin en fait le principe de, enfin c'est vraiment la suite de trop quoi. C'est la suite de trop. Personne n'aura la référence. Suite de trop. Voilà, c'était mon flop 5. Chris. Moi je les ai pas numérotés, mais on va évacuer celui qu'on nommait, c'est-à-dire Jurassic World 2, Fallen Kingdom, qui est vraiment décevant. Genre, le film est décevant juste au début. Les 5 premières minutes, on voit une équipe qui vient chercher je ne sais plus quoi sur l'île. Et ces cons n'ont même pas la présence d'esprit de faire un scan pour savoir s'il y a des dinosaures dans le coin. Donc forcément ils le font pas, ces cons, ils se font complètement bouffer par le crocodile géant. C'est juste un truc qui est juste aberrant. C'est manque de bon sens, on dirait le manque de bon sens de Prometheus par exemple. Ne lançons pas sur ce sujet. Après, c'est plus des semi-déceptions que des vrais flops pour moi, parce que Solo était largement moins pire que prévu. C'est sympa sans plus. Je suis le premier à dire que dans les films, quand on voit un film, il faut essayer de ne pas trop se cantonner à se dire oui, le scénario était faible, le scénario était ceci, cela. Il faut quand même se rappeler qu'un film, c'est un divertissement. Et pour le coup, Solo fait plus ou moins son office de divertissement. Il y a des... En fait, j'ai pas compris, c'est pas une déception, mais tu mets dans le flop. C'est parce que je n'ai pas vraiment de vrais flops. C'est pour ça que lorsque je parlais tout à l'heure, parce qu'on m'a proposé de prendre la Il aime tout, Chris. Non, pas tout, mais j'ai pas eu vraiment de Et films. J'ai pas eu de magnanime. films que j'ai détestés. J'ai eu des films pour lesquels j'ai été déçu. Ouais. C'est vrai que, par contre, Fallen Kingdom, il n'y a pas de problème. Tac. C'était vraiment pas terrible. Ok. J'ai envie de dire que c'est de la merde, mais en même temps, il y a quand même eu un budget. Ouais. Mais c'était vraiment pas terrible. Donc, Solo, sympa sans plus. Vraiment sans plus. Et là, les gens vont pas être d'accord avec moi peut-être, mais Animaux Fantastiques était sympa, mais vraiment sans plus. D'accord. En tant qu'épisode de transition, je suis tout à fait pour les épisodes de transition, mais j'aimerais que ces épisodes de transition aient une certaine, pas forcément logique, mais
Il est logique, mais il est confus dans son scénario. Tu sais qu'il en reste 3 en plus. Hein, Oui, je sais, mais c'est ça le pire. Pour moi, il en restait un seul. Lorsque j'ai entendu que en fait, le fameux combat entre Dumbledore et Grindelwald serait dans le 5ème, tu te fous de moi là. Les deux expansions, c'est celui-ci. Qu'est-ce que tu vas faire sur les 3 autres prochains? Il va se passer quoi? Oui, mais Jude Law en Dumbledore, ça fonctionne tellement Effectivement, bien. ça fonctionne très bien. Y a rien à dire Je suis là-dessus. désolée, mais ça, c'était. Je trouve que c'est la meilleure idée qu'ils ont eue. Le traitement de certains personnages qui me gonflent un peu, par exemple. Clarence. Clarence, c'est celle qui Non, c'est Ezra Miller. Ezra Miller, oui, il y a certains traitements. La façon dont il joue ce personnage Ah, si, la est blonde. un peu chiante, même s'il a vécu énormément de choses traumatisantes dans le premier, donc ça se transforme en deuxième. Mais le voir complètement affaissé quand il marche dans la rue en mode. Ça me donne pas envie. En mode trison, t'as vu, je t'en dis pas fait. C'est bon, t'as vécu des trucs, mais je sais pas, ça avoir pris un peu de galon, à avoir appris un peu plus sur toi-même. Et si le but de tout le film, c'est qu'il se rende compte de qui il est. Je sais pas, moi, dans sa gestuelle, dans son maintien, il faudrait quelque chose. C'est un détail. Et la blonde là qui arrive à lire dans les pensées, t'as juste envie d'abaffer pour ses choix complètement stupides. Jenny, c'est la sœur. Je sais pas. Enfin bref, elle m'a gonflé. Waouh. Et, J'ai jamais vu Chris aussi énervé. Hein. Évolution. Mais c'est vrai qu'elle change son fusil d'épaule pour une raison un peu stupide. C'est complètement stupide. Elle avait épousé son gars. Bah vas-y, pas de soucis, c'est cool. Ah non, mais le problème, c'est que c'est un souci. Ouais, mais ils vivent ensemble. Ils sont pas obligés de se marier pour vivre ensemble. Oui, mais le problème, c'est l'époque. Non, ils sont pas obligés de se marier. En plus, j'ai pensé à ça. Je me dis oui, effectivement, début 20e siècle, machin chouette. Si les gens sont pas en couple de façon officielle. Ça peut peut-être poser problème, mais non, c'est bon, c'est le monde magicien, il y a des noirs, il y a des machins, c'est bon, c'est parti quoi, c'est pas obligé de te marier pour être ensemble. Enfin, Carrément. Et donc j'ai que ces trois-là où j'ai. Ah si, il y a Venom aussi qui sera sans plus quoi. Ah ouais. Et j'ai trouvé moins pire que prévu encore une fois comme solo, mais vraiment très long au départ et au fur et à mesure, parce que c'était plutôt ça. C'était un peu mieux. Mais pas terrible non plus, donc voilà, je n'ai qu'un top 4 flop déception. Et Deadpool 2, t'en as pensé quoi? Sympa sans plus, mais quand même assez constant dans ce que ça devait être. Donc j'ai pas été déçu comme les 4 précédents que j'ai cités. D'accord. Mais tout à fait regardable, tout très drôle, machin chouette. Très bonne surprise, dont Brad Pitt que j'avais grillé en tant qu'homme invisible, c'était très drôle ça. Donc ouais, très bonne surprise. Pas décevant, clairement pas décevant, mais dans sa continuité. Ok. Et moi, pour mon flop 5, alors en numéro 5, j'ai mis un raccourci dans le temps de Ava DuVernay. Et pourtant, tu l'attends des films. Hein. Bah, en fait, c'est un peu le problème, c'est que j'ai lu le bouquin, j'aime bien le bouquin, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. Enfin, c'est un bouquin pour les enfants, mais c'est un bouquin qui fait l'éloge de la science, et bon, après, pas la science du livre, mais en général, parce que la science du livre, c'est n'importe quoi. Mais là, ça a été digéré à la sauce Disney et ça a perdu tout son intérêt en fait. Ah, c'est le film avec Chris Pine. Mindy Kaling. Oui, il y a Mindy Kaling, il y a Oprah Winfrey et il y a Reese Witherspoon. Donc, c'est non. En fait, le film a un vrai problème de rythme. C'est en gros, ils arrivent à un endroit, ils font un truc, ok, on va ailleurs. Et en fait, t'es jamais impliqué par ce qui se passe. Et puis, les deux gamins, alors le plus jeune, il est carrément flippant. Celui qui joue son petit frère. Et celui dont elle est censée être un peu amoureuse, il a genre zéro charisme. Enfin, après, les enfants acteurs, c'est toujours un peu compliqué, mais. Enfin, je sais pas, ça marche, ça fonctionne. Ça a pas fonctionné sur moi en fait, le film. Et du coup, je suis sortie vraiment très très déçue de la salle. Je m'attendais à mieux, en plus il y avait Chris Pine, alors j'avais de l'espoir. Puis, je sais pas. Après, Ava DuVernay, je sais pas ce qu'elle a fait avant. Elle avait pas fait Selma, je crois. C'est le film sur Martin Luther King. C'est pas plutôt en Afrique du Sud, Selma? C'est pas. Non, Selma, c'est une ville des États-Unis où il y avait Martin Luther King. Enfin bon, on vérifie, tapez sur Google. Voilà, il y a eu ça en numéro 5. En numéro 4, c'est Alberto Giacometti. Alors, personne n'a vu ce film. Donc, c'est les derniers jours d'un célèbre peintre à Paris. Je suis allée voir ce film pour une très mauvaise raison, parce qu'il y a Armie Hammer. Voilà. C'est un film réalisé par Stanley Tucci. Et en fait, juste, je me suis fait chier. Ça dure 1h30 ou 2h, je sais plus. Et c'est juste chiant. D'accord. Et voilà, vraiment, c'est rare que je ressente beaucoup d'ennui. Bon, il y a des films que j'oublie comme Invasion. Mais lui, il m'a marqué dans le.
vraiment, il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, pourquoi je reste là? Juste va-t'en, Jazia. T'as mieux à faire de ta journée que de t'infliger un truc où juste t'as envie de dormir. Enfin, Ah, donc la vision d'Armie Hammer, ça suffit pas, quoi. bah non, en Bah fait. non, d'accord. Et c'était un peu triste. Voilà. Ah, Ok. Donc c'est chiant. En numéro 3, j'ai mis Hide Life de Claire Denis. Et alors j'ai vu aucun film de Claire Denis. est-ce que t'as vu des films avec Robert Pattinson? Oui, Ah. mais en vrai, le Pattinson, moi je l'aime bien. Moi, je l'aime bien aussi, ouais. Dans, J'ai rien dans contre le lui. cinéma indé, tu vois. Ouh. Oui, non, mais il fait des trucs bien. Mais pas là. C'est du mauvais indé, quoi. C'est une réalisatrice qui essaye de faire de la science-fiction. Ouais, mais française, hein. Oui, mais ça c'est pas. Le budget est pas. Bon, après, c'est pas un film qui méritait un budget de fifou, mais les personnages sont mal écrits. Ça se veut hyper. Ah, j'ai pas trop le mot. Controverse. Controversé, En gros, il cherche un peu. Polémique, la polémique. Ouais, enfin, en gros, le film se veut très sexuel, Ah, d'accord. mais. Choqué, quoi. Ça veut choquer. Bah, en fait, moi, quand j'ai lu des articles sur le film avant d'aller voir, les gens, j'ai lu des choses comme quoi il y a des gens qui sont sortis de la salle au bout de 15 minutes tellement Ah. c'était violent, etc. Ça, c'est la mode en ce moment, quoi. C'est. Alors, vraiment. Si tu veux vendre un film, faut dire que les gens ils sont malades, qu'ils ont quitté la salle et tout. Ouais, Enfin. Ouais, mais tu vois, autant pour Grave, je peux comprendre. Non, mais alors, par rapport au film par rapport à celui-ci, vraiment, il se passe rien dans ce film. Il se passe absolument rien. Et donc, en fait, je vous ai pas raconté l'histoire, mais c'est. Est-ce qu'il y a du cul? Oui. Est-ce qu'il y a du vomi? Non. Ok. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est des prisonniers qui sont envoyés dans l'espace pour faire des enfants dans l'espace. C'est Ah, incroyable. c'est possible. Et sauf que, bah, du coup, quand t'es dans l'espace enfermé avec des gens, bah, tu finis par t'engueuler et puis il y a des conflits. Et en fait, il y a. Est-ce qu'il y a du gore? Et moi, Ah, je pensais que ça allait être hyper gore, et en fait, c'est juste. Et en fait, il va se retrouver à devoir. Enfin, il va avoir un enfant, et il va se retrouver tout seul avec son enfant dans le vaisseau. Et là, donc, t'as un moment un peu flippant où tu te dis, j'espère qu'il va pas coucher avec sa fille. Fait qu'il ne couche pas avec sa fille. Couche pas avec sa fille, tout va bien. Mais du coup, je pensais que c'était ça qui allait arriver, parce qu'au bout d'un moment, elle devient adolescente, et puis il y a toute l'histoire de Donc, sa en sexualité fait, qui se c'est réveille. une histoire monoparentale dans l'espace. Oui, et puis t'as tout le D'accord. délire autour des prisonniers, de comment ils sont venus à se déchirer. Et juste, en fait, le film aurait pu aller sur toutes ces pistes bien, et sauf qu'il essaye de faire plein de petits trucs, et du coup, il se passe rien. Bon. Enfin, moi, personnellement, je l'ai vécu. Enfin, il y a un moment, il y a Juliette Binoche qui essaye de violer Robert Pattinson, et voilà. Malaisance. Bah, il dort, le pauvre. Mais il peut pas bander alors. Mais ça n'a On n'a pas les détails techniques. aucun sens. Enfin, voilà. Après, mon numéro 2, c'est Mon Quête de François Damien. Ah, ok. Mais alors, j'y suis allée sans savoir ce que c'était. Et je pense que c'est là. C'est pour bien ça, sûr. ouais. Parce que je savais pas que ça allait être des caméras cachées Mais avec tu des savais vrais que gens. François Damien était un pro des caméras cachées? Oui. Tu en avais vu avant de lui? Non, j'ai jamais vu de caméra Bah ouais, cachée je de pense que François c'est pour Damien. ça que t'as dû. Ouais. Et vraiment, je savais vraiment pas que ça allait être ça. Et le problème, c'est que autant les caméras cachées peuvent fonctionner, mais toute la fiction qu'il y a autour ne fonctionne pas. Déjà, enfin, c'est. Est-ce que t'avais vu Connasse, Princesse des Cœurs? Oui, et je trouve que c'était mieux. Ah, d'accord. Connasse, je m'étais pas ennuyée. Ouais. Là, vraiment, j'étais mal à l'aise à certains moments. Mal à l'aise comment? Bah, il y a toute une histoire avec une prostituée, puis son fils. Ouais, et, c'est. et tout ce peu délire-là trop est un belge. peu. Ouais, voilà, je pense que c'est l'humour qui m'est passé à côté. Ouais, c'est l'humour belge. Et mais vraiment, j'étais pas très à l'aise. Voilà, ça m'a paru long. Donc, Voilà. Et le dernier, le pire film de cette année. Vraiment, j'étais là pour le coup, j'étais pas juste. Je me suis pas juste fait chier, j'étais en colère en sortant de la salle. Ouais. C'est rare que ça arrive. Ouais. C'est Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. Et ce film est. Alors, ça se veut. C'est un film français. Attends, donc, c'est pas un hyper film. RSC. C'est pas un noir et blanc avec Si. des. Ah, pff, En fait, voilà. c'est 5. Alors, c'est l'histoire de 5 garçons qui se retrouvent sur une île déserte et qui vont devoir se débrouiller par eux-mêmes. Et en fait, c'est 5 garçons qui viennent de bonnes familles et qui vont faire un voyage dans un bateau avec un. Voilà. Et sauf que donc, les 5 garçons sont joués par des actrices D'accord. qui sont déguisées en garçons, du coup. Ok. Et t'as tout un délire. C'est des actrices qu'on connaît? Oui, t'as Vilma Pont,
T'as... Attends, pardon. T'as Annelle Sonek, Diane Rouxel. Bon, elles sont pas... Enfin, c'est... Ou peut-être que je connais la tête. Je pense que c'est des gens dont tu connais le visage, mais dont tu connais pas trop... Donc ces 5 jeunes filles jouent des rôles de garçons. C'est ça, et donc elles se retrouvent dans un bateau... Enfin, ils se retrouvent dans un bateau avec un capitaine... Un capitaine joué par un chien, non? Non, pardon. qui va vraiment les persécuter en fait. Et du coup, ils vont vouloir s'enfuir. Du coup, ils s'enfuient du bateau. Ils se retrouvent sur une île déserte. Et il y a tout un délire avec des fleurs qui ont des formes de pénis Ouh. et qui crachent des liquides blancs. Subtil, ouais. Et en fait, ces fleurs font que les garçons se transforment En fille. en filles. Et du coup... T'as tout un délire autour de leur sexualité. Et il y a le capitaine qui revient sur l'île et puis il y a un savant fou. Et en fait, ce qui est assez improbable dans ce qui est arrivé cette année, c'est que j'ai vu ce film au début de l'année. Et là, il y a quelques jours, j'ai vu Diamantino. Et Diamantino, c'est à peu près le même délire. Enfin, pas à peu près le même délire, mais tu sens que les réalisateurs, ils ont un peu la même psyché. Avec le côté de la métamorphose, etc. Et pour le coup, Diamantino, c'est complètement what the fuck, Ouais. et tu passes pas un mauvais moment et t'as C'est pas vrai. l'impression que le réalisateur insulte les actrices, les gens qui regardent le film, ton intelligence, enfin voilà. Et je trouve que les garçons sauvages, c'est vraiment ça. Et c'est oppressant. Enfin, moi, je me sentais vraiment pas bien pendant la séance et j'ai détesté ce film. Et en plus, dans Diamantino, t'as une seconde lecture sur l'Europe, son nationalisme, sur la place du football en Europe en fait. Et sur la crise des réfugiés, donc tu vois, ça... C'est plus ouvert que Les Garçons Sauvages. Ouais, Les Garçons Sauvages, ça se veut... En fait, ça se veut très esthétique. Enfin, c'est un film très esthétisant. Mais au final, j'ai l'impression que c'est surtout un prétexte pour mettre en image les fantasmes du réalisateur. Et du coup, ça m'a mis mal à l'aise. Ouais, Donc, voilà. non, mais je vois, c'est le mec qui fait son tri dans son coin, ouais. Mais après, moi, j'ai l'impression que... Enfin, je pense que je fais partie des peu de personnes qui n'ont pas aimé parce que j'ai vu pas mal de critiques hyper positives sur le film. Ouais, enfin, moi, je te dis bravo parce que moi, la bande-annonce m'a pas du tout donné envie, donc... Ouais. Donc voilà, est-ce qu'on aurait fait le tour de nos tops et Je de pense nos qu'on a flops fait le tour, hein, une pensée pour le montage. On est à 1h30. Eh bien, merci à tous. Désolé. Regardez des films et parlez-en. Yes. Voilà. Ciao. Salut, salut. Ciao. Salut, salut. Ciao. Salut.